Bonjour à tous, vous allez pouvoir suivre dans un instant la discussion générale sur la réforme du droit d'asile, un texte examiné depuis hier soir ici au Sénat. Et avant même son examen, le texte a donné lieu à de vifs échanges entre le gouvernement et l'opposition. Manuel Valls, le Premier ministre, accusant même l'opposition de bloquer l'examen du texte de façon incohérente. Alors concrètement, le projet de loi vise à fluidifier un système engorgé. Il ambitionne de réduire de 2 ans à 9 mois le délai de traitement des dossiers. Les amendements adoptés en commission ici au Sénat vont dans le sens d'un durcissement vis-à-vis des déboutés. Un amendement propose ainsi que les rejets de demandes d'asile vaillent automatiquement obligation de quitter le territoire. Un autre amendement propose que les déboutés ne puissent solliciter un titre de séjour sous un autre motif, comme le regroupement familial par exemple. Voilà, tout de suite donc je vous propose d'écouter Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée relatif à la réforme de l'asile. Dans la discussion générale, la parole est à M. Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur. Vous avez la parole, Monsieur le ministre. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les sénateurs, comment ne pas songer, au moment où s'ouvre notre discussion sur la réforme du droit d'asile, au drame qui se joue actuellement en Méditerranée. Plus de 1700 hommes, femmes et enfants y ont déjà perdu la vie en 2015, victimes de trafiquants, de passeurs, qui n'hésitent pas, après les avoir rançonnés, à envoyer des migrants à la mort sur des embarcations de fortune. Comme vous le savez, le Conseil européen réuni en urgence le 23 avril a dégagé des premières orientations pour répondre à cette crise migratoire, secourir les migrants en détresse et répartir l'effort entre les différents États membres. Le triplement des moyens de secours dédiés à l'agence Frontex, le renforcement de notre coopération avec les pays d'origine et de transit, comme la lutte contre les filières de passeurs traduisent cette volonté européenne. La France, conformément à sa vocation, s'est portée aux avant-postes de cette mobilisation et continuera d'ailleurs à le faire. L'agenda pour les migrations que la Commission européenne adoptera mercredi devrait s'inspirer en grande partie des propositions de la France sur le renforcement des moyens de Frontex, sur le renforcement de la coopération avec les pays de transit et d'origine. Je me rends d'ailleurs au Niger mercredi et jeudi pour traiter de ce sujet, sur la mise en place d'une véritable politique européenne commune de l'asile, combinant responsabilité et solidarité des États membres de l'Union européenne, sur la mise en place d'un programme pilote de réinstallation des réfugiés syriens au niveau européen, sur un soutien renforcé aux États membres les plus concernés par les afflux de migrants, afin qu'ils puissent plus efficacement protéger les personnes en besoin de protection et éloigner, dans des conditions de dignité et de respect des droits, les personnes relevant de l'immigration irrégulière. Le projet de loi dont vous êtes saisis s'inscrit parfaitement dans cette initiative européenne. Mieux, il l'anticipe. Face à la grave crise migratoire que rencontre l'Europe, la France joue tout son rôle en adoptant une réforme qui rende soutenable la demande d'asile en France et qui contribuera efficacement à l'initiative européenne conduite par Jean-Claude Juncker, à laquelle nous apportons tout notre soutien. Je veux à cet effet rappeler les choses très clairement. Nous avons collectivement, je vous le dis à tous, une exigence de vérité et d'action pour faire taire les fantasmes sur lesquels prospèrent tous les extrémismes. L'augmentation brutale des flux en Méditerranée n'est pas née du hasard. Elle résulte directement du chaos libyen. La Libye n'est en effet plus en mesure de contrôler ses frontières. C'est de ses côtes que partent les migrants qui croient trouver en Europe le rêve que d'autres leur ont vendu en leur mentant. Je veux toujours, au titre de cette exigence de vérité, dissiper une confusion qui a prospéré dans le tumulte médiatique. La France est loin d'être le pays le plus concerné par ces flux migratoires en provenance de la Méditerranée. Elle est loin aussi d'être le pays le plus concerné en Europe par la demande d'asile. Elle est,
Et cela doit d'ailleurs interroger tous les démagogues qui affirment que notre pays serait la proie de migrants résolus à capter je ne sais quelle aide que nous octroierions trop généreusement, le seul pays de l'Union européenne à avoir connu une baisse de la demande d'asile en 2014 de 2,34%. Et les chiffres de la demande d'asile sur les premiers mois de l'année 2015 sont pour l'instant stables. Cela signifie une chose: la France est pour ces migrants un pays de transit et non un pays d'installation. Cela pose des questions pour autant très difficiles, notamment à Calais. Mais de grâce, n'exploitons pas, comme j'ai pu le lire ça et là, les drames en Méditerranée pour faire peur aux Français ou soudain inviter le gouvernement à je ne sais quel changement de cap. Comprenons bien ensemble l'urgence de ce texte. Les migrants qui traversent la Méditerranée ne relèvent pas tous de l'asile, mais certains, à l'évidence, les Syriens, les Érythréens, les Irakiens, en relèvent. Et leur arrivée sur les côtes européennes impose à chaque État membre de l'Union européenne, et donc par conséquent à la France, d'avoir des procédures d'asile qui soient efficaces, rationnelles, réactives et conformes aux meilleurs standards européens. Cette exigence de transposition de nos règles communes fait d'ailleurs partie intégrante des conclusions des 28 chefs d'État et de gouvernement et de la communication sur l'agenda des migrations qui sera présentée mercredi par la Commission européenne. Or, et c'est un point d'accord entre tous les républicains, l'exercice du droit d'asile est fragilisé en France. Notre dispositif en la matière est au bord de l'embolie. Le texte qui vous est présenté est donc en prise avec une actualité brûlante. Et je dois le dire, c'est pour moi une fierté particulière de présenter dans ce contexte si difficile un texte qui répond aux urgences du moment et qui a recueilli un large assentiment à l'Assemblée nationale à l'occasion de sa première lecture et de son vote. Mais avant d'entrer dans le détail du texte, je veux insister sur l'esprit dans lequel il a été rédigé. Je sais que la volonté de réformer notre système d'asile rassemble tous les républicains, quelle que soit la formation politique à laquelle ils appartiennent. Et ce pour une raison simple d'ailleurs, c'est que l'histoire du droit d'asile et l'histoire de la République et de la démocratie en France sont deux histoires intimement liées l'une à l'autre. Voilà pourquoi le projet de loi déposé par le gouvernement est d'abord un texte de rassemblement, fruit d'une réflexion et d'une mobilisation de longue haleine à laquelle nous sommes nombreux à avoir contribué. En juillet 2013, mon prédécesseur Manuel Valls avait ainsi organisé une concertation nationale sur le droit d'asile qui a rassemblé l'ensemble des acteurs concernés. L'État, bien sûr, qui doit prendre ses responsabilités, et il les prend, les collectivités locales, les associations, le Haut Commissariat aux réfugiés, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, la Cour nationale du droit d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Votre collègue Valérie Létard et le député Jean-Louis Touraine ont coordonné ces travaux. Et je voudrais, une fois de plus, saluer leur travail remarquable. C'est sur ces bases que le texte qui vous est soumis a recueilli à l'Assemblée nationale une large majorité à l'issue d'un débat de qualité, débarrassé des postures partisanes. Je sais aussi que sur de nombreux bancs de cette Assemblée, des sénateurs se passionnent pour l'asile. Je pense bien sûr au rapporteur François-Noël Buffet, que je veux remercier pour sa contribution en commission à l'élaboration de ce texte, à nos débats. Je pense à Roger Carucci, auteur d'un rapport d'information consacré au centre provisoire d'hébergement et au coût de notre politique d'asile d'une manière générale, à Jean-Yves Lecomte, à Jean-Pierre Sueur, toujours mobilisés sur ces questions qui mêlent intimement République et humanité. Et je sais que nous aurons sans doute des échanges riches avec Esther Benbassa, Eliane Assassi, qui ont eu, je le devine, une lecture critique et fine du texte que je propose à votre délibération. S'il y a eu un consensus fort à l'Assemblée nationale, c'est parce que nous avons pris le temps du diagnostic. Ce diagnostic a été fait et refait. Il est établi. Il est largement partagé. Le relevé d'observation provisoire récent de la Cour des comptes, dont la presse s'est fait l'écho opportunément,
n'a fait que confirmer, parfois en ajoutant d'ailleurs de la confusion ou de l'imprécision, les dysfonctionnements que des parlementaires de tous bords, des associations, des institutions avaient dénoncés. Ces dysfonctionnements, je veux les redire simplement en quelques phrases. Notre système d'asile souffre de graves carences. Alors que la demande d'asile a presque doublé entre 2007 et 2012, doublé, de 35 000 demandes à 62 000, aucune mesure n'a été prise pour gérer cet accroissement, aucune. La demande a continué à s'accroître en 2013, avant que l'année 2014 soit marquée par un léger retournement de tendance, paradoxal d'ailleurs dans le contexte international actuel. Selon les données collectées par l'OFPRA, plus de 64 536 demandes ont été déposées l'année dernière, soit une diminution, je le redis, de 2,34% par rapport à l'année précédente. Les délais à l'OFPRA comme à la CNDA se sont allongés considérablement, jusqu'à 2 ans. Les hébergements s'en sont trouvés saturés. Les inégalités de traitement entre demandeurs s'en sont trouvées accrues. Les droits minimaux qui leur sont dus, au titre des règles européennes, n'ont plus été assurés. Le coût budgétaire de l'ensemble a cessé d'être maîtrisé. La gestion locale de la demande d'asile s'en est trouvée plus difficile, puisque 2/3 des demandeurs sont concentrés dans 2 régions seulement de France. C'est à ces dysfonctionnements incontestables, connus et insoutenables à court terme que le projet de loi veut répondre. Derrière sa technicité apparente, il a en effet 3 objectifs simples que je veux rappeler devant votre Assemblée. D'abord, réduire drastiquement les délais d'examen d'une demande d'asile. Deuxièmement, améliorer les conditions d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile en mettant en place un hébergement directif. Troisièmement, accroître les droits des demandeurs d'asile en transposant exactement les directives applicables. Nous entendons premièrement tout d'abord réduire à 9 mois en moyenne la durée totale de l'examen d'une demande. À l'heure actuelle, celle-ci peut facilement excéder 2 ans, contre moins d'1 an en moyenne chez nos principaux partenaires européens. Ce premier objectif constitue un préalable à toute amélioration de la situation que vivent les demandeurs d'asile. Des procédures trop longues freinent l'accès au statut de réfugié pour les demandeurs qui sont fondés à l'obtenir, mais rendent également notre dispositif plus vulnérable aux tentatives de détournement à des fins d'immigration irrégulière. Enfin, elle complique l'éloignement des déboutés. La priorité est donc d'accélérer les délais d'examen devant l'OFPRA, chargée des demandes en première instance, mais aussi devant la CNDA, cour spécialisée que le projet de loi entend maintenir et renforcer. En effet, à chaque étape, les délais sont excessifs, sans parler du temps que prennent les échanges d'informations entre toutes les institutions concernées, ni même d'ailleurs les délais cachés, tels que celui de l'enregistrement de la demande en préfecture. Il n'est donc pas acceptable de laisser si longtemps dans une telle situation d'incertitude ceux et celles qui font confiance à la France pour les protéger. Voilà pourquoi l'OFPRA et la CNDA seront dotés en 2015 d'importants moyens humains supplémentaires. 55 équivalents temps plein ont d'ores et déjà été attribués et recrutés par l'OFPRA. C'est un effort exceptionnel qui n'a jamais été fait, qu'a consenti le gouvernement. De tels renforts permettront à l'OFPRA, dès 2016, d'accélérer ses procédures afin de limiter à 3 mois la durée moyenne d'examen d'une demande d'asile. La CNDA, quant à elle, bénéficiera d'un renfort de magistrats et de rapporteurs afin d'accompagner la réforme de ces procédures. Les demandes en procédure accélérée devront être examinées en moins de 5 semaines par un juge unique. Les demandes en procédure normale en moins de 5 mois par une formation collégiale. Pour ce faire, nous prévoyons en outre de simplifier un certain nombre de règles devant la Cour, notamment celles qui concernent l'aide juridictionnelle. Nous devons également simplifier nos procédures d'asile en amont. Les délais d'enregistrement des demandes par les préfectures sont beaucoup trop longs. Ils devront être ramenés à 3 jours grâce à la création de guichets uniques
de l'accueil du demandeur d'asile, qui regrouperont dans un même site, dans un même lieu, les agents de l'OFII et ceux des préfectures. Enfin, nous devons savoir distinguer entre les demandes d'asile qui méritent un examen approfondi et celles pour lesquelles la réponse semble évidente et qui donc peuvent être traitées plus rapidement. C'est aussi de cette façon que nous réduirons sensiblement les délais de procédure. L'OFPRA sait traiter rapidement des demandes qui sont manifestement fondées, telles celles des Syriens ou des chrétiens d'Irak. À l'inverse, d'autres demandes ne nécessitent pas un examen approfondi dans la mesure où elles ne reposent sur aucun motif sérieux. Pour cette raison, le texte réforme les placements en procédure prioritaire, celle-ci devenant la procédure accélérée. Le texte qui vous est soumis exploite toutes les possibilités offertes par les directives de placement en procédure accélérée. Toutes. Quand on souhaite réduire les délais, on utilise tous les moyens disponibles entre les mains de l'administration pour atteindre l'objectif. Par ailleurs, et parce que c'est un texte d'équilibre, le projet de loi réalise deux avancées essentielles. Il confie à l'OFPRA, qui seule a accès au contenu de la demande, le soin de dire en dernière instance si un dossier doit faire l'objet ou non d'un placement en procédure accélérée. Il garantit aux demandeurs d'asile en procédure accélérée les mêmes droits à un hébergement, à une allocation, à un recours suspensif qu'à un demandeur en procédure normale. Sa demande est certes examinée plus vite, mais ses droits sont intégralement et tous respectés. Notre deuxième objectif est d'améliorer l'accueil et l'hébergement des demandeurs d'asile. Actuellement, notre système est bien trop inégalitaire. Pour cette raison, il n'honore pas la République. Certains demandeurs sont hébergés en centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Ils bénéficient à ce titre d'un accompagnement administratif, social, juridique, dont chacun, jusqu'aux milieux associatifs les plus engagés, loue la qualité. Ce n'est en revanche pas le cas des 2/3 d'entre eux qui sont soit pris en charge dans des structures d'hébergement d'urgence, soit sont tout simplement livrés à eux-mêmes et survivent tant bien que mal dans des campements de fortune. Cette différence de traitement n'est pas tolérable, elle doit cesser. D'ici à 2017, l'hébergement en CADA doit donc devenir la norme et l'hébergement d'urgence l'exception. Nous allons pour ce faire augmenter le nombre de places en CADA. Nous en avons déjà créé 4 000 de plus en 2 ans. Et nous avons l'ambition d'en ouvrir encore 5 000 d'ici l'année prochaine, par création nette ou bien en transformant certaines places d'hébergement d'urgence. Nous devons ensuite en finir avec les allocations éclatées dont bénéficient les demandeurs d'asile. L'allocation temporaire d'attente et l'allocation mensuelle de subsistance seront fondues en une allocation unique qui prendra en compte la situation familiale de chaque demandeur. Enfin, nous allons, et c'est un point indissociable des deux précédents, mettre en place un véritable hébergement directif. Comme vous le savez, l'accueil des demandeurs d'asile peut être difficile à gérer sur le terrain lorsqu'un trop grand nombre d'entre eux convergent en même temps vers un même point du territoire. Aujourd'hui, deux territoires, la région parisienne et la région lyonnaise, François-Noël Buffet le sait bien, concentrent plus de la moitié des demandes. L'Île-de-France concentre à elle seule 42% des demandeurs d'asile. Et je n'ignore pas non plus les difficultés rencontrées en Alsace, en Bretagne, en Lorraine. C'est la République qui offre l'asile à ceux qui en ont besoin, et non tel ou tel territoire. Par conséquent, afin de mieux répartir l'effort, nous prévoyons de mettre en place une orientation directive des demandeurs. Mieux orienter leur accueil permettra également de mieux les accompagner et de leur offrir de meilleures conditions d'hébergement. Concrètement, le versement d'une allocation dépendra de la sollicitation puis de l'acceptation d'un hébergement. Si un demandeur ne souhaite pas bénéficier des conditions d'accueil prévues par la République, ou s'il ne souhaite pas aller là où une place est disponible pour le recevoir, il aura naturellement droit à un examen de sa demande d'asile. En revanche, il ne pourra pas bénéficier de l'hébergement ni des allocations prévues. J'y insiste, il s'agit là d'un point crucial qui conditionne le succès de la réforme. Enfin, le troisième objectif de cette réforme consiste à renforcer les droits
des demandeurs d'asile dans un souci d'égalité et de juste transposition des normes européennes. C'est un élément essentiel, car c'est la démonstration que le raccourcissement des délais et l'augmentation des droits des demandeurs d'asile sont deux objectifs que l'on peut poursuivre simultanément. Ainsi, le demandeur d'asile pourra désormais bénéficier à l'OFPRA d'un conseil de son choix, de même qu'il pourra, s'il le souhaite, accéder de plein droit à l'aide juridictionnelle devant la CNDA. Les demandes d'asile en situation de vulnérabilité pourront également bénéficier d'un examen et d'une prise en charge adaptés à leur situation. Je pense bien sûr aux mineurs, je pense aussi aux femmes victimes en tant que femmes des pires atrocités. Enfin, la loi permettra à tous les demandeurs d'asile, en procédure normale comme en procédure accélérée, de bénéficier d'un droit au maintien sur le territoire pendant l'examen de leur demande, c'est-à-dire de bénéficier de l'ensemble des droits qui sont aujourd'hui reconnus aux demandeurs en procédure normale. Je ne peux aborder la question de l'asile sans avoir une pensée pour l'outre-mer, et notamment pour Mayotte et pour la Guyane. Ces départements sont confrontés à une pression migratoire exceptionnelle, dont je sais qu'elle peut être, pour ces territoires, déstabilisante. La demande d'asile peut y être perçue, en raison de l'éloignement, de la longueur des procédures, comme une difficulté supplémentaire. Je veux devant vous prendre l'engagement que le gouvernement veillera, dans la mise en œuvre de ce projet de loi, à ce qu'il apporte dans ces territoires des solutions concrètes. Pour en finir, je veux dire un mot du sujet qui a subitement inquiété, me suis-je laissé dire, la commission des lois du Sénat. Je veux parler des déboutés du droit d'asile. Le gouvernement n'a pas attendu le relevé de conclusion de la Cour des comptes pour prendre la mesure des difficultés sur ce sujet. Et je veux dire ici les choses très simplement, très clairement. Un débouté de l'asile est, sauf s'il bénéficie d'un droit au séjour pour un autre motif, un étranger en situation irrégulière. Il doit donc, c'est la démarche du gouvernement, quitter le territoire et regagner son pays d'origine, comme tout étranger en situation irrégulière. Et la lutte contre l'immigration irrégulière est une priorité de ce gouvernement et de mon ministère. Et je ne suis pas certain en la matière que ceux qui se posent en conseilleurs sur ces sujets aimeraient que je livre les résultats chiffrés auxquels ont pu mener d'autres politiques. Nous avons confié la comptabilisation des éloignements à un service statistique indépendant qui dépend de l'INSEE. C'était, comme en matière de délinquance, une décision destinée à créer les conditions de la transparence et de la fiabilité des données. Quand nous avons fait ce choix, il est apparu qu'une fois que l'on enlevait des retours aidés de Roumains et de Bulgares, retours provisoires et par conséquent fictifs, puisque les bénéficiaires ne tardaient pas à revenir en France après avoir perçu leurs primes. Une fois donc que l'on supprimait les comptabilisations de ces ressortissants de l'Union européenne, la politique d'éloignement de la France, au sens des normes européennes, qui sont celles qui doivent servir de référence, s'était en vérité effondrée entre 2007 et 2011. Effondrée. On donnait une prime aux Roumains, aux Bulgares qui partaient à Noël dans leur pays, revenaient après Noël, reprenaient la prime à Pâques avant que de revenir après Pâques. Tout cela alimentait des comptabilisations avantageuses qui n'avaient absolument rien à voir avec la détermination à mener une politique en ces domaines. Remettre sur pied une politique d'éloignement efficace et respectueuse des droits, c'est l'engagement que nous avons pris, c'est l'engagement que je veux tenir devant la représentation nationale. Nous avons, dans cet esprit, réalisé deux choses. D'abord, nous avons remobilisé l'ensemble des services qui en avaient besoin. 4 circulaires traitant de la lutte contre l'immigration irrégulière ont été publiées entre 2013 et 2015. Des plans d'action ont été élaborés par chaque préfecture. Les aides au retour ont été retravaillées par l'OFII, à ma demande, qui a inclus à ce dispositif un véritable volet de réinsertion dans le pays d'origine. Nous n'avons pas aménagé nos efforts parce que la République, ce sont des règles. Et je le dis là aussi clairement et fermement devant la représentation nationale, et que ces règles doivent être rigoureusement respectées. Quels sont les résultats de cette politique? Les retours contraints, notamment vers un pays tiers à l'Union européenne, qui s'était effondré entre 2007 et 2011,
repartent à la hausse depuis 3 ans. Je veux donner ici des chiffres précis qui sont vérifiables à la fois par la Commission et par quelques observateurs qui ont écrit des articles percutants, mais que je n'ai pas toujours trouvé honnêtement et convenablement documentés. En 2013, les retours contraints ont augmenté de 13% et d'environ 25% l'année dernière. En 2014, la France a connu le plus haut niveau d'éloignement contraint depuis 2007, avec 15 161 éloignements. Je ne dis pas que nous réussissons là où d'autres ont échoué. Je dis simplement que tout le monde doit, sur cette politique difficile, faire preuve de la plus grande humilité. Par ailleurs, mes services sont également pleinement mobilisés dans la lutte contre les filières d'immigration irrégulière, qui tirent profit de la misère humaine, qui sont de véritables filières de la traite des êtres humains. Là aussi, quels sont les résultats de notre action? L'année dernière, nous avons démantelé près de 230 filières clandestines, 226 très exactement, ce qui constitue un record historique et représente 25% de filières de l'immigration irrégulière démantelées de plus qu'en 2012. La détermination n'est pas toujours accompagnée des discours qui visent à l'instrumentalisation de ces questions en étant oublieux des chiffres, des réalités des actions et des artifices qui ont pu être mobilisés pour atteindre des objectifs chiffrés qui ne correspondaient pas toujours aux nécessités de l'urgence. En second lieu, je tiens à rappeler que nous avons inclus dans le projet de loi sur le séjour, je le précise parce qu'il m'est arrivé parfois de me demander si cela avait été intégré. Projet de loi sur le séjour dont la discussion au Parlement débutera dans les prochaines semaines. L'ensemble des dispositions qui apparaissent nécessaires à l'amélioration de nos dispositifs dans le respect du droit et des droits. Un débouté du droit d'asile, je le disais, c'est un étranger en situation irrégulière. Il n'y a pas de raison juridique, aucune, sauf à prendre des risques juridiques, de créer des dispositifs spécifiques d'éloignement qui seraient spécifiquement réservés aux déboutés du droit d'asile. Personne, aucun gouvernement ne l'a jamais fait. Ce serait d'ailleurs une bien étrange application des garanties constitutionnelles qui entourent le droit d'asile si un étranger en situation irrégulière, parce qu'il a fait une demande d'asile, se voyait appliquer des règles plus rigoureuses qu'un autre étranger en situation irrégulière qui n'aurait pas fait cette demande. C'est la raison pour laquelle les réformes concernant l'ensemble des étrangers en situation irrégulière, déboutés de l'asile ou non, trouvent leur place dans le texte sur le séjour, qui sera débattu non pas à la Saint-Glinglin, mais en juillet à l'Assemblée nationale, en septembre devant votre Assemblée ou au plus tard en octobre, c'est-à-dire dans une continuité d'examen par le Parlement des textes, si bien que, si nous sommes désireux sur ce sujet d'être pragmatiques et efficaces, de faire montre d'humanité, de responsabilité et de fermeté quand c'est nécessaire, si nous sommes désireux de ne pas instrumentaliser cette question à des fins politiques, partisanes et peut-être même électorales, alors nous serons en situation d'ici à la fin de l'année d'avoir voté l'ensemble des dispositions qui permettront à la France d'affirmer la vocation qui a toujours été la sienne dans l'histoire au regard du droit d'asile et de procéder à la reconduite à la frontière de ceux qui, déboutés du droit d'asile, n'ont pas eu l'accès à l'asile en France parce qu'ils ne relevaient pas de ce dispositif. Donc, le gouvernement propose au Sénat une approche globale qui permet de renouer avec l'asile, qui permet d'avoir une politique à l'égard de l'immigration qui soit apaisée et qui, à cet effet, prévoit de renforcer la lutte résolue contre l'immigration irrégulière. Le gouvernement, là encore, est dans l'action. Il n'est pas dans le commentaire. Il se refuse à être dans l'approximation. Et j'aurai l'occasion, soit dans le cadre de ces discussions générales, soit à l'occasion des discussions que nous aurons sur certains amendements adoptés en commission, de vous dire que l'ensemble de vos préoccupations est bien pris en compte par le gouvernement, mais avec un souci constant, qui est celui du respect des normes européennes internationales et le souci de l'efficacité. Ainsi, par exemple, la commission des lois, en adoptant un amendement privant le débouté d'une demande d'asile de toute possibilité d'admission au séjour à un autre titre, commet, à mon avis, une double erreur juridique.
D'une part, il en résulterait une inégalité de traitement entre les demandeurs d'asile déboutés et les autres étrangers en situation régulière qui n'est pas explicable et qui est contraire au droit constitutionnel de l'asile. D'autre part, les admissions au séjour obéissent le plus souvent à des contraintes résultant de normes européennes. Les interdire, c'est nous exposer à une condamnation certaine de la France par les juridictions nationales et européennes. Ce n'est qu'un exemple, mais il est révélateur. Je ne pense pas une minute que ces arguments juridiques de bon sens soient inconnus des membres éminents de la commission des lois. Pourquoi alors adopter des amendements dont on sait pertinemment qu'ils nous emmènent dans des impasses juridiques? Pourquoi réclamer des choses dont on sait l'inconstitutionnalité ou l'inconventionnalité? Le gouvernement, pour sa part, contribuera à ce débat dans un esprit républicain, c'est-à-dire un esprit de responsabilité. Votre commission des lois a effectué un important travail que je tiens à saluer. Je pense notamment au rapporteur François-Noël Buffet, qui parfois améliore d'ailleurs ses amendements, ses modifications, le texte. Néanmoins, certaines des modifications apportées au texte ne reflètent pas les orientations du gouvernement et posent de réels problèmes constitutionnels. Nous aurons l'occasion d'y revenir à travers l'examen des amendements. Outre certaines dispositions relatives aux déboutés dont j'ai déjà parlé, c'est par exemple le cas en matière de compétences contentieuses ou d'hébergement directif. Le gouvernement entend aborder chacune de ces questions avec la plus grande rigueur et la sérénité qui caractérisent toujours les débats au sein de votre Assemblée. Mesdames et messieurs, ne nous trompons pas de débat. Il y a urgence, compte tenu des drames humanitaires auxquels le monde est confronté, à réformer nos procédures d'asile. Nous proposons, j'en suis convaincu, une réforme à la fois globale et équilibrée, avec l'amélioration de nos dispositifs d'intégration, l'accueil des étudiants et des talents étrangers, la lutte contre l'immigration irrégulière. La réforme du droit d'asile est l'un des 4 piliers, le plus symbolique sans doute, de notre politique à l'égard des étrangers en France. Cette politique globale fait l'objet de 2 projets de loi qui seront tous les 2 discutés, je le souhaite, adoptés avant la fin de l'année. J'ajoute qu'en faisant 2 lois dans la même séquence parlementaire, une sur l'immigration, une autre sur l'asile, ce gouvernement n'innove pas. C'est exactement ce qui avait été proposé à la représentation nationale en 2003. Personne, à l'époque, n'avait considéré que ce fût irresponsable. Aujourd'hui est venu le temps du débat sur la réforme de l'asile. C'est un débat indispensable, eu égard à l'ampleur des dysfonctionnements que je viens de rappeler. C'est une réforme urgente si la France veut tenir son rang dans la gestion des flux migratoires auxquels l'Europe est confrontée. Je ne suis pas ignorant, bien entendu, des contingences politiques. Je n'ai sur ces sujets aucune forme de naïveté. Je comprends parfaitement les positionnements et les tactiques. Il m'arrive pas parfois de comprendre d'où elles peuvent venir. Mais je forme le vœu que sur un sujet aussi fondamental et aussi lié à notre identité républicaine, nous sachions ensemble faire honneur à la réputation de la République, à la longue tradition de débats apaisés et de qualité qui ont toujours caractérisé votre Assemblée. Nous pourrons ainsi aller sereinement au fond des choses. C'est en tout cas le souhait profond du gouvernement. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur François-Noël Buffet, rapporteur de la Commission des lois. Qu'est-ce que vous m'apportez à boire? Oh, c'est bien. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur pour avis, chers collègues, quelques mots au moment où vient devant notre Assemblée un texte important. Tous les textes sont importants, bien sûr. Mais celui-ci, je pense, l'est particulièrement, car dans le cadre des politiques que doit mener notre pays, la politique de l'asile ne touche pas des marchandises, mais touche des personnes. Et qu'à ce titre-là, nous avons l'impérieuse nécessité et le devoir d'être vigilants sur tout ce que nous faisons. Mais
bien sûr, cette vigilance et le souci qui est le nôtre, collectif, de doter notre pays de moyens qui lui permettent de pouvoir mener ses politiques, ne doit pas nous empêcher de regarder la triste réalité. Tout d'abord, la triste actualité nous ramène au quotidien de certaines populations, à la rencontre mortifère de voyages organisés par des réseaux mafieux, laissant croire que sur le territoire européen, ou en France en particulier, l'Eldorado serait là, et que profitant de ce mirage, ils empochent des sommes conséquentes, naturellement au détriment de ceux qu'ils prétendent aider. Le sujet de l'asile, certains parfois, pas tous, ont tendance à le confondre avec celui de l'immigration. Il convient bien sur ce sujet de dire dès l'instant à cette tribune que les sujets sont différents. L'asile est une chose, l'immigration en est une autre. Il y a l'immigration régulière et il est bien normal que notre pays se dote d'une politique migratoire, mais ça n'est pas le sujet aujourd'hui, peut-être c'est dommage. Et il y a l'immigration clandestine contre laquelle nous devons lutter fermement. Mais la politique de l'asile, c'est d'abord et avant toute chose l'application de la Convention de Genève de 1951 et c'est le devoir ou l'engagement de la France d'accorder à ceux qui sont menacés dans leur pays de leur accorder une protection. Et que cette protection, le but de la procédure qui est la nôtre, ce n'est pas forcément de dire non à tous, c'est de répondre rapidement à ceux qui en ont besoin pour leur donner cette protection. La difficulté qui est la nôtre aujourd'hui, dans notre droit, dans la situation de fait, c'est que cette procédure d'asile, pour plusieurs raisons, a été dévoyée de son objectif. Tout d'abord, il faut rappeler que sous le mandat présidentiel précédent, j'ai eu, avec d'autres collègues, à connaître évidemment de ses politiques et de ses projets. Je voudrais témoigner, je crois que je ne serai pas démenti à cette tribune, que les moyens qui, à une époque, étaient assez erratiques quand ils étaient donnés à l'OFPRA, ont ensuite été, en termes budgétaires, sanctuarisés. Parce que nous le savions pertinemment que les situations internationales variaient et qu'il fallait à tout prix permettre à cet organisme auquel nous sommes attachés de pouvoir mener les politiques correctement. Nous avons aussi, en d'autres temps, créé la Cour nationale du droit d'asile. Je me souviens dans cet hémicycle avoir défendu un certain nombre de points de vue sur ce sujet-là. Donc l'architecture du dispositif était en place, mais aujourd'hui cette architecture, elle doit évoluer et elle a été insuffisante. Que se passe-t-il? Le demandeur qui arrive sur notre territoire, avant d'obtenir la protection que la France voudrait lui accorder, ou voire lui dire qu'il ne lui accorde pas, doit attendre dans un délai moyen de 17 à 24 mois. C'est à peu près ça. Les demandes ont augmenté régulièrement, puisque en 2012, nous avions 61 468 demandeurs, en 2013, 66 251, et en 2014, un peu mieux, vous l'avez dit, Monsieur le Ministre, mais tout de même 64 811 demandeurs. Les stocks, au même moment, pour 2012, sont de 24 498 et pour 2013, de 30 197. Les admissions, en 2012, sont de 10 000, en 2013, de 11 428 et en 2014, de 14 512. Si l'on fait la différence entre les admissions et les refus, on se rend compte que le système produit à peu près 40 000 déboutés du droit d'asile chaque année. Ceci est lié tout particulièrement au fait que la procédure étant longue, eh bien, des filières, ou pas seulement des filières, utilisent désormais, utilisent toujours, et utilisent désormais, oui, la procédure de demande d'asile comme si elle était une procédure d'immigration. Et il est évident que cela ne peut pas fonctionner. Alors, le texte qui
a été soumis au Sénat pouvait être vu en même temps que le texte immigration. Ça n'a pas été le choix qui a été fait, à la fois qui peut être possible parce qu'on distingue bien les choses et qui en même temps est un peu regrettable, et je m'expliquerai là-dessus. Car lorsque vous avez une procédure qui génère 40 000 déboutés du droit d'asile et que ceux-ci, de fait, réintègrent, si vous me permettez cette expression, la clandestinité, on a bien là un point de contact avec le traitement de l'immigration clandestine, mais on ne peut pas traiter de l'asile sans avoir conscience de cela. Alors le texte qui nous est soumis, c'est d'abord la retranscription de 3 directives. Une que l'on aurait dû déjà intégrer dans notre droit, qui est la directive qualification de 2011. Ça aurait dû être fait depuis le mois de décembre 2013. Et 2 autres, la directive accueil, qui touche particulièrement à 2 thématiques, la vulnérabilité et l'accès au marché du travail, et la directive procédure, qui crée un certain nombre de moyens pour essayer, tenter de réduire les délais d'instruction des demandes d'asile. Je voudrais citer pour l'exposé, d'une part, la création d'une procédure d'irrecevabilité ou de clôture d'instruction des dossiers par l'OFPRA, qui n'existait pas jusqu'à maintenant, dans des conditions qui sont parfaitement déterminées, mais créer aussi une procédure accélérée, en remplacement de la procédure dite prioritaire, qui permet, là aussi, de traiter dans un délai bref de 5 semaines les demandes qui paraissent à l'OFPRA comme étant celles qui ont le peu de chance ou le moins de chance d'aboutir. Mais ce texte prévoit aussi de renforcer les pouvoirs de l'OFPRA, de modifier son conseil d'administration et singulièrement d'évoluer, on peut le dire, ponctuellement sur les pays dits d'origine sûre. Il fait que la CNDA doit décider en 5 mois, mais qu'elle peut aussi siéger non seulement en formation collégiale, mais en juge unique. C'est une procédure qui est contestée par un certain nombre de nos collègues. Mais néanmoins, cette procédure paraît tout à fait pertinente à l'égard des besoins, de la nécessité de traiter une fois de plus rapidement des dossiers dont on sait que le destin ne sera pas positif. Mais le droit des demandeurs est réservé dans les 2 cas, puisqu'à chaque niveau de la procédure, les magistrats peuvent décider de confier le sujet à la formation collégiale. Et puis, ce texte prévoit aussi des ajustements de notre droit français dans ce que l'on appelle les Dublins, et notamment dans l'application de la directive Dublin III. En réalité, l'objectif dans cette procédure-là, c'est de pouvoir déterminer le plus rapidement possible l'état d'origine du demandeur pour pouvoir le renvoyer sa demande le plus vite possible à cet état. Voilà la réalité des choses. Il y a également un autre point qui est important et qui touche à l'hébergement. L'hébergement, c'est un des sujets majeurs, puisque nous nous rendons compte, et la Commission s'est rendue compte depuis longtemps déjà, de la difficulté devant laquelle se trouvent les CADA, à la fois occupés par des demandeurs dont la procédure est en cours, et à la fois toujours occupés par des demandeurs qui ont été déboutés. Mais c'est également vrai qu'il est nécessaire, compte tenu des pressions migratoires, plus de 50% des pressions sur 2 régions particulières que sont l'Île-de-France et la région Rhône-Alpes, d'organiser les choses de manière un peu plus directive et de mettre en place ce schéma directif de l'asile. C'est une chose positive que la Commission des lois a bien sûr validée et souhaite qu'elle soit maintenue, malgré, je dois le dire, un certain nombre d'amendements qui visent à la suppression de ce dispositif. Mais c'est aussi plus de pouvoir donné à l'OFII dans ce texte, dans la gestion de l'hébergement, mais également dans la capacité de pouvoir allouer ou pas un certain nombre d'aides en fonction de cet hébergement. Nous pouvons dire sincèrement que sur la partie procédure, la retranscription des directives et les amendements qui ont été apportés par la Commission des lois du Sénat, après que l'Assemblée nationale ait examiné ce texte, vont plutôt dans le bon sens, à savoir assurer que la demande du demandeur d'asile, des demandeurs, sera bien traitée dans un objectif de 9 mois. 5 mois pour la CNDA, nous souhaitons 3 mois pour l'OFPRA, de manière à ce que l'attractivité qui est aujourd'hui celle de la durée à l'égard de ceux qui ne sont pas dans le cadre de la protection de l'asile ne soit plus un argument. Plus la procédure sera rapide,
naturellement dans le respect des droits des uns et des autres. Il y a beaucoup de choses encore dans le texte, on verra ça au cours du débat. Plus les informations comme quoi les choses vont vite montreront qu'il n'y a pas d'intérêt pour ceux qui utilisent cette procédure à d'autres fins que l'asile d'emboîter cette procédure. Je voudrais rappeler également que, au cours de nos discussions, nous avons été informés d'un relevé d'observation provisoire de la Cour des comptes. Et ce relevé d'observation provisoire nous a interrogés, à tel point que j'ai sollicité de la Commission qu'elle laisse un délai supplémentaire pour pouvoir prendre connaissance de ce document et éventuellement pouvoir entendre la Cour des comptes. Malheureusement, pour des raisons de réglementation interne de la Cour, il n'a pas été possible d'auditionner réellement le président et surtout le président de la 4e chambre. Néanmoins, un entretien a pu avoir lieu en présence du président de la commission des lois, et nous savons aujourd'hui que le rapport définitif de la Cour des comptes sera communiqué vraisemblablement à la fin du mois de juin, et nous aimerions connaître ou savoir, en tous les cas sur les arguments qui ont été avancés, à savoir que le coût de l'asile c'est 2 milliards d'euros et que le pourcentage des personnes éloignées réellement des déboutés serait de 1%, quelle était la réalité de ces affirmations? Sincèrement, je dois dire au Sénat que ce soir, nous n'avons pas la réponse, puisque la Cour elle nous a indiqué qu'elle ne pouvait pas répondre en l'état, que par ailleurs, et je le dis bien volontiers, elle avait interrogé un certain nombre de services dont elle attendait encore la réponse. Mais c'est un point sur lequel il conviendra de revenir et de savoir précisément, car elle indique elle-même, dans ce rapport, dans ce relevé provisoire de décision, que le système est embolisé, qu'il ne fonctionne pas et qu'il faut donc le modifier. Mais nous avons estimé à la Commission des lois qu'on ne pouvait pas modifier ce texte, enfin modifier singulièrement la procédure et la rendre certaine si nous ne traitions pas à l'instant le cas des déboutés du droit d'asile. Il fallait impérativement pouvoir fonctionner sur 2 pieds. Il n'y a pas de volonté de polémique là-dessus. Il y a simplement la volonté de constater une réalité et d'essayer d'y apporter une réponse. Car je pense sincèrement que sur le fond, j'espère en tous les cas, que nous poursuivons les mêmes objectifs. Et cette réponse, elle se trouve à travers des amendements qui ont été adoptés. Le premier qui consiste à ce que lorsque la décision de l'OFPRA ou de la Cour nationale du droit d'asile a un caractère définitif et que la décision de rejet en la circonstance, elle vaille également obligation de quitter le territoire national. Elle n'est pas là pour mettre de l'huile sur le feu. Elle est simplement là, la Commission a estimé qu'on gagnerait du temps si cette décision intervenait au moment où la Cour ou l'OFPRA se prononce définitivement, par rapport au moment où le préfet a connaissance de la décision définitive et prend lui-même cette obligation de quitter le territoire national. Je crois qu'il faut, sur le plan juridique, on a bien indiqué un certain nombre de précautions dans le texte, mais il faut dire aussi que la possibilité de contester cette OQTF par le demandeur reste tout à fait ouverte, et qu'en ça, le traitement qui est fait de ce point particulier par le demandeur, qu'il soit dans le contexte clandestin, comme on l'évoquait tout à l'heure, ou qu'il soit à la suite du rejet de sa demande, paraît tout à fait assuré et me paraît être assez clair. Le deuxième point sur lequel nous nous sommes engagés, c'est de dire que lorsqu'on avait fait le choix de la procédure de l'asile, on ne pouvait pas, si on était débouté, aller sur un autre titre de séjour. Sauf circonstances particulières, avons-nous dit. Pourquoi une telle décision? Simplement parce qu'il y a une réalité. La réalité, elle est constatée et partagée. Lorsque vous êtes dans la procédure d'asile, dont vous savez que vous ne l'aurez pas au bout, parce que ce n'est pas votre but, dès que l'on est débouté, c'est l'idée d'aller sur un autre titre de séjour pour tenter de rester sur le territoire national. C'est ça la réalité. Et qu'à ce titre-là, on fait des demandes nouvelles et on essaye de tenir, si vous me permettez cette expression. On essaye de profiter de la circulaire du mois de novembre 2012, qui au bout de 5 ans permet de rester sur le territoire, on essaye beaucoup de choses et on nourrit finalement l'ensemble du dispositif. On a considéré que, sauf circonstances particulières, dès lors qu'on avait choisi le principe de l'asile, on ne pouvait pas ensuite aller sur un autre titre de séjour. Enfin, il a été aussi décidé par la Commission des lois
de faire droit à une proposition de notre collègue Valérie Létard, qui, sur la base de son rapport et de celui de M. Touraine, souhaitait que l'on puisse, dans le traitement des déboutés, créer des centres qui permettent de prendre en charge ces déboutés du droit d'asile pour les accompagner finalement à l'éloignement et retourner dans leur pays d'origine. La commission des lois a fait droit à accepter bien volontiers cette proposition, pensant qu'elle était tout à fait pertinente. Et puis, quelques autres points viennent conforter ces éléments. Il s'agit tout particulièrement du fait qu'il n'y ait plus d'inconditionnalité de l'hébergement lorsque l'on est débouté du droit d'asile. On n'a pas de raison à être absolument logé dès lors qu'on n'a plus cette protection ou qu'on n'est plus dans la procédure. Et nous avons enfin essayé de trouver au global une procédure qui se veut équilibrée. Certes, elle peut être discutée, certes, elle sera discutée, mais il convient tout de même aussi de considérer qu'il faut impérativement que l'on envoie aussi des messages clairs sur les souhaits que nous voulons. Je pense, sincèrement, Monsieur le Ministre, et je le dis à tous les collègues qui sont ici, que si nous ne prenons pas des mesures qui fonctionnent sur les deux pieds, sur les deux jambes, sur ces deux principes, nous tuerons la procédure d'asile. Et nous mettrons dans une situation extrêmement difficile qui ne permettra pas de répondre rapidement ou suffisamment rapidement à ceux qui ont besoin de cette procédure et ce qui est l'honneur de notre pays de leur accorder. Et je crois que nous avons essayé de rééquilibrer ce texte avec cet esprit-là, même si parfois il peut paraître un peu rigoureux, il me paraît suffisamment crédible pour nous permettre, et permettre collectivement, de traiter parfaitement et correctement ceux qui méritent la protection de la France. Merci. Je vais suspendre la séance. Elle sera reprise à 21h45 pour la suite d'examen du projet de loi relatif à la réforme de l'asile. La séance est suspendue. La séance est reprise. Nous reprenons la suite de la discussion du projet de loi adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée relative à la réforme de l'asile. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Monsieur Pierre-Yves Collombat pour 7 minutes. Vous avez la parole, chers collègues. Merci. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues, l'essentiel ayant été dit par mes prédécesseurs, je m'en tiendrai à quelques points qui me paraissent les plus importants. Le premier, c'est que le droit d'asile consacré par la Première République française constitue, avec les droits de l'homme qu'il vient compléter, une sorte de marque de fabrique, passez-moi l'expression, qui engage la France. La France qui entend rester fidèle à ses principes fondateurs. Qu'elle ne l'ait pas toujours fait, et pas seulement sous des régimes non républicains, n'y change rien. Aujourd'hui, cependant, l'exercice effectif de ce droit d'hospitalité est menacé de deux manières, d'ailleurs liées. D'abord, l'explosion du nombre des bénéficiaires potentiels, ce qui en change la nature. Ensuite, les délais de procédure qui finissent par en neutraliser l'efficacité et qui sont source de souffrances inutiles pour les intéressés. L'article 120 de la Constitution de l'an 1 proclame que le peuple français donne asile aux étrangers bannis de leur pays pour la cause de la liberté. Il le refuse aux tyrans. Sans s'attarder sur le sort souvent réservé par la douce France aux tyrans déchus, qui pose un autre problème, constatons la difficulté de plus en plus grande aujourd'hui à distinguer les martyrs de la liberté des victimes impuissantes de l'incurie, de la corruption, des régimes policiers qui ne peuvent faire autrement que subir ou fuir. Il ne s'agit plus de répondre à l'attente d'individus, voire de groupes ciblés ponctuellement par la persécution, mais de foules entières, parfois transformées cyniquement en armes de guerre par leurs bourreaux, voire le cas libyen. Le projet de loi
je le constate, contourne cet aspect du problème, ce qui est fâcheux pour se limiter, ce que je comprends, à l'amélioration de la procédure de traitement des dossiers de demande d'asile afin de les rendre plus conformes à son objet. La durée moyenne totale d'une procédure d'examen en première demande d'asile par l'OFPRA, suivie d'un recours à la CNDA, est estimée, on le sait, à 19 mois et demi. Dans le cas où, après un premier rejet définitif, le demandeur sollicite un réexamen de sa demande et qu'elle est suivie d'un recours, le délai passe à 2 ans, 7 mois environ. Si, comme le relève la Cour des comptes, 75% des demandes d'asile sont rejetées annuellement en moyenne, cela signifie que ces demandes étaient infondées et qu'on assiste à un véritable détournement de la procédure de demande d'asile, ce qui se paye, on l'a dit, en coûts financiers et en coûts humains. Coûts financiers. Depuis 2008, les dépenses du programme 303 sont passées de 340 millions d'euros à plus de 600 millions d'euros en 2014. Selon les estimations, une réduction de 3 mois de délai d'instruction de l'OFPRA et de 6 mois de ceux de jugement de la CNDA permettrait d'économiser de l'ordre de 88 millions d'euros de dépenses d'hébergement et d'allocation. Coût humain, lorsqu'une famille de demandeurs d'asile s'est installée pendant 2 années sur le territoire français, que les parents parfois travaillent, que les enfants sont scolarisés, parlent français, comment renvoyer cette famille d'où elle vient sans y regarder à 3 fois? Pour le RDSE donc, le projet de loi va dans le bon sens, même s'il répond plus à l'urgence qu'à un traitement de fond du problème. Nous souscrivons à la fois à la simplification, à la réduction des délais d'examen et de réexamen des demandes devant l'OFPRA comme devant la CNDA, à l'établissement d'une liste de pays sûrs afin de rationaliser les flux et en même temps donc au renforcement des garanties procédurales conformes à la directive européenne, droit au maintien sur le territoire à tous les demandeurs d'asile, tenue d'un entretien personnel, présence d'un avocat lors de cet entretien, prise en compte systématique de la vulnérabilité des demandeurs, possibilité du huis clos pour les audiences devant la Cour. Reste évidemment le plus difficile. Comme je l'ai indiqué, la gestion des flux migratoires à l'échelle européenne, l'exécution effective de l'obligation de quitter le territoire français, qui, selon la Cour des comptes, n'est guère exécutée. Enfin, M. le ministre tout à l'heure nous a dit que ça allait mieux, etc. Mais je pense que tout le monde s'accordera pour dire qu'il y a encore des marges de progrès. Alors, des remèdes sont proposés. Qu'une décision définitive de rejet de la demande vaille obligation de quitter le territoire français, qu'un étranger débouté ne puisse être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre. Ils ont la logique pour eux, mais ne sont pas forcément conformes au principe international du droit à une vie familiale, au principe humanitaire, renvoyer quelqu'un, sinon des familles entières en enfer, même s'ils n'ont aucun droit à en sortir, est rien moins qu'anodin, et je ne dis rien, des injonctions contradictoires de l'ordre médiatique, reprochant au gouvernement, dans un même mouvement, sa passivité devant l'immigration illégale et son insensibilité aux drames humains qu'engendre nécessairement la lutte contre elle. La rationalisation proposée par ce projet de loi est souhaitable, personne n'en doute, mais beaucoup reste à faire, personne n'en doute non plus. La première preuve de la volonté du gouvernement d'avancer sera qu'il s'en donne effectivement et sur la durée les moyens financiers, ce qui, à constater la sous-budgétisation constante de la mission Immigration, Asile, Intégration, est loin d'avoir été le cas jusqu'ici. Les mouvements de menton atteignent rarement le porte-monnaie. Les membres du RDSE ne s'opposeront pas à l'adoption du présent projet de loi. Ils attendront cependant l'issue définitive de la discussion, notamment celle des amendements, pour déterminer s'ils pourront passer alors jusqu'à l'approbation. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Stéphane Ravier pour 3 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, mon temps de parole étant limité, je n'irai pas par 4 chemins. Le projet de loi qui nous est soumis aujourd'hui est néfaste pour notre pays.
Ce texte ne va faire que renforcer encore l'appel d'air permanent qu'est le régime de l'asile en France, en donnant aux demandeurs toujours plus de moyens de se maintenir sur notre sol, alors même que celui-ci est plus que saturé d'immigration. La majorité sénatoriale a voulu reporter l'examen du texte après la fuite d'un document interne de la Cour des comptes qui dénonce un système au bord de l'embolie, qui n'est pas soutenable à court terme et qui forme tout simplement la principale source d'arrivée d'immigrants clandestins en France. Hélas pour les Français, l'opposition de l'UMP à ce projet de loi n'est que du théâtre. La remarquable prestation de notre collègue Roger Karoutchi en est la parfaite illustration, puisque ce texte est la transposition fidèle de plusieurs directives européennes que la France est obligée de transposer sans délai, des directives que les députés européens de l'UMP ont votées au Parlement européen. De plus, les demandes d'asile ont doublé sous le mandat de Nicolas Sarkozy pour atteindre 66 000 cas pour la seule année 2013. Ce seul chiffre nous montre l'ampleur du scandale d'une politique qui a été dévoyée de sa finalité première pour devenir aujourd'hui principalement une filière migratoire. Sur les quelques 66 000 demandes d'asile annuelles, les 3/4 sont finalement rejetées et plus de 95% des déboutés se maintiennent sans droit ni titre sur notre territoire. Je cite là encore la Cour des comptes, « Tant que la question de l'organisation systématique et rapide de leur retour ne sera pas réglée, le système ne pourra fonctionner correctement. » L'organisation systématique et rapide du retour, voilà un point, Monsieur le Ministre, que vous avez évoqué dans votre intervention de façon très discrète. La même Cour considère que l'asile représente un coût direct de 2 milliards d'euros par an, à savoir 1 milliard pour les demandeurs d'asile et 1 milliard pour les déboutés qui restent illégalement en France. Et c'est sans compter les coûts indirects divers pour les Français. Je pense par exemple à la hausse des dépenses de sécurité, publiques et privées, devenues nécessaires dans certaines zones habitées par des faux réfugiés. Il est beaucoup question ces temps-ci de République, de républicains. Mais comment oser parler de République, d'état de droit, quand on ne fait que laisser faire, laisser passer et entériner le fait accompli? Un peu partout en France, nos compatriotes les plus modestes souffrent de votre laxisme. Et comble de l'ironie, la petite minorité des vrais demandeurs d'asile en souffre aussi, car à vouloir accueillir tout le monde sans discernement, nous n'avons plus les moyens de les héberger dignement, alors qu'ils le méritent. Je rejoins en ça le constat de notre collègue Roger Karoutchi. Enfin, ces vrais demandeurs d'asile vont immanquablement souffrir de suspicions légitimes que crée chez les Français votre laxisme. Vous faites mine de crier « pas d'amalgame », mais vous faites tout pour en créer. La gauche au pouvoir, comme l'UMP avant elle, est donc incapable de faire respecter la loi républicaine et la Cour pointe même une forme de renoncement dans certaines préfectures à cause de l'absence de directives claires du gouvernement. En conclusion, ce texte, véritable machine à régulariser les clandestins, est d'autant plus néfaste qu'il semble déconnecté du monde où nous vivons, qui connaît des arrivées massives quotidiennes de clandestins sur les rivages de ce qu'un romancier devenu visionnaire a qualifié de camp des saints, et un monde qui subit aussi des persécutions de masse dans des pays où se déroule un véritable génocide des chrétiens d'Orient. En une phrase, qu'avons-nous à proposer à ces millions de réfugiés potentiels? Elle est là, l'urgence, dans une véritable politique étrangère indépendante et certainement pas dans le vote de ce texte qui achève de transformer notre pays en passoire. Merci. La parole est à Madame Létard, Valérie Létard, pour 12 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, le projet de loi relatif à la réforme de l'asile est bien sûr un texte très important, à la fois chargé de symboles et décisif pour que notre pays perpétue la tradition d'accueil et d'intégration inscrite dans son histoire depuis la Révolution française. Dans le contexte humain et face à une actualité extrêmement sensible que Monsieur le Ministre vient de nous rappeler, nous devons faire preuve de responsabilité. Car un constat s'impose à nous. Notre dispositif actuel de l'asile, au fil du temps, a été dévoyé. En difficulté pour accueillir dans de bonnes conditions ceux qui justifieraient de l'être et embolisé par des demandes qui ne relèvent pas de l'asile, mais plutôt d'une immigration économique de la pauvreté,
et donc d'un autre cadre que celui de la Convention de Genève. Le 28 novembre 2013, j'avais rendu au ministre de l'Intérieur, avec mon collègue Jean-Louis Touraine, un rapport sur la réforme de l'asile qui synthétisait les conclusions de la concertation que nous avions menée avec l'ensemble des acteurs quotidiens de l'asile. Depuis lors, j'attendais avec impatience que nous puissions la débattre au Parlement, et ça y est, nous y sommes. Les médias ont ces dernières semaines fait leur une sur l'Europe assiégée et bientôt envahie par les vagues de migrants venus du Sud, quelquefois à l'excès. Mais ce qui est certain, c'est qu'au regard de cette détresse, il y a urgence à traiter non seulement de la question de l'accueil des demandeurs d'asile, mais bien plus globalement de la réponse de l'Europe dans son ensemble, la réponse à laquelle l'Europe dans son ensemble compte apporter aux immenses problèmes des pays qui sont à sa porte. Lorsque Jean-Louis Borloo nous interpelle sur la situation de l'Afrique, continent d'1 milliard d'habitants, où seuls 180 millions de personnes ont aujourd'hui accès à l'énergie, mais où plus de 700 millions de portables permettent de savoir tout ce qui se passe ailleurs. Lorsque, outre les conflits, les dérèglements climatiques, l'avancée du désert, la déforestation, la sécheresse et la baisse des capacités agricoles, comment pouvons-nous penser que ce qui se passe en Afrique n'est pas notre problème? Vous avez, Monsieur le Ministre, souligné récemment la nécessité de renforcer les coopérations avec les pays de départ. Je ne peux qu'approuver cette intention. Nous voyons bien aujourd'hui que le plan d'action en 10 points adopté le 20 avril dernier par le Conseil conjoint des ministres des Affaires étrangères et de l'Intérieur ne suffira pas à faire face à cette situation de crise. Détruire les embarcations des passeurs est certes nécessaire, mais ne donnera pas seul la solution. Dans le même temps, pouvons-nous garder en tête que, même si le nombre de demandeurs d'asile a augmenté de 44% en 2014, du fait des crises politiques en Syrie et en Irak, il y a eu 626 000 demandeurs qui ont frappé à la porte d'une Europe de plus de 511 millions d'habitants, soit en moyenne 1,2 demandeurs d'asile par millier d'habitants. Mais il est vrai que cette demande s'est concentrée sur quelques pays seulement, à commencer par l'Allemagne, la Suède, l'Italie et la France. Je souhaite d'ailleurs, comme nombre de mes collègues, Monsieur le Ministre, que notre pays impulse des actions nouvelles et soit moteur au sein de l'Europe pour renforcer sa politique de développement et améliorer le fonctionnement de la politique européenne de l'asile, car nous le savons, c'est à ce niveau que tout se joue. Nous nous rejoignons tous sur le fait que la question de l'asile demande à être dissociée de la question de notre politique de l'immigration, mais que cette réforme, bien sûr, doit être complétée, comme vous l'avez rappelé, Monsieur le Ministre, par une nécessaire réforme de notre politique d'immigration. Notre pays a besoin, comme ses voisins, d'être attractif pour accueillir une immigration professionnelle, en particulier dans les secteurs où existent des besoins non satisfaits. Nous devons pouvoir attirer des talents et leur donner envie de s'installer en France, à l'image de ce que pratique un pays comme le Canada. Nous devons aussi prendre notre part de l'immigration de la pauvreté, mais nous devons le faire d'une manière choisie et non subie, comme c'est le cas aujourd'hui, réfléchie et contrôlée, afin de pouvoir offrir à ces migrants une vie décente et la possibilité de s'intégrer socialement et professionnellement. Trop souvent, nos formations politiques ont préféré esquiver cette question sensible. Le vote extrême nous rappelle avec force que nos concitoyens attendent des réponses qui ne soient ni l'angélisme de la bonne conscience, ni le simplisme du tous dehors. Le projet de loi réforme la politique de l'asile en transposant le paquet asile, composé de 3 directives, qualification, procédure et accueil, que nous devons avoir intégrées à notre législation nationale avant le 20 juillet 2015. Je ne rappellerai pas leur contenu, le rapporteur l'a fait et en tout cas on a rappelé l'esprit excellemment. La philosophie des règles du régime d'asile européen commun repose sur un équilibre entre des procédures efficaces pour un traitement rapide des dossiers et des garanties renforcées pour les demandeurs et les personnes obtenant la protection. Le projet de loi doit nous permettre de franchir une étape importante en simplifiant la procédure d'examen du droit d'asile à chaque étape du parcours du demandeur, en supprimant la domiciliation, en fixant des délais contraignants pour l'examen de la demande par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la CNDA, en organisant un hébergement directif et l'accompagnement social et administratif du demandeur, en précisant clairement les procédures de clôture, d'irrecevabilité, de retrait et de réexamen des dossiers par l'OFPRA, en permettant un examen aux procédures accélérées des dossiers manifestement infondés ou prioritaires,
En instaurant la possibilité du juge unique pour les recours devant la CNDA, nous devrions pouvoir accélérer le traitement des demandes et réduire de 2 ans environ, en moyenne, et à 9 mois donc, leur délai d'examen. Cette réduction des délais est impérative pour 2 raisons. D'abord, elle évitera que la procédure ne soit détournée de son objet par des personnes y voyant le moyen de se maintenir longtemps sur le territoire français, et cela devrait décourager certaines filières mafieuses. Elle permettra d'accueillir par ailleurs rapidement les personnes qui doivent être protégées, car elles sont menacées dans leur intégrité, ce qui est aujourd'hui de moins en moins le cas. Le projet de loi permet aussi d'intégrer des garanties supplémentaires accordées aux demandeurs, la possibilité de se faire accompagner lors de l'entretien de l'OFPRA, l'enregistrement de l'entretien, le caractère suspensif du recours jusqu'à la fin de la procédure et enfin la prise en compte de la vulnérabilité. La réforme apporte également des simplifications bienvenues, la réaffirmation de l'indépendance de l'OFPRA, la création de missions déconcentrées de l'OFPRA dans les territoires qui permettent de faire face efficacement à des afflux soudains de demandes, la suppression de la condition préalable de domiciliation, la désignation de l'OFII comme responsable du dispositif d'accueil du demandeur. Lors de son examen, l'Assemblée nationale a infléchi le texte afin d'y introduire notamment la prise en compte des violences faites aux femmes, une révision régulière de la liste des pays d'origine sûre, ou encore l'ouverture à la parité du conseil d'administration de l'OFPRA ou l'assouplissement de certains délais, une place faite aux associations de défense des droits de l'homme, des femmes ou des enfants, bref, toute une série de mesures qui sont venues compléter le travail du gouvernement. Globalement, le projet de loi tel qu'il nous a été soumis après son passage à l'Assemblée reprend assez fidèlement les préconisations de simplification et de réorganisation de notre rapport de novembre 2013, à une exception notable près. Ce texte a choisi de ne pas traiter de la question des déboutés. Or, cette question est centrale, Monsieur le Ministre, si l'on veut donner à la réforme de l'asile tout son sens, tout en ayant entendu les explications que vous nous avez données tout à l'heure. Car en effet, si en 2014, 28% des 64 811 demandeurs d'asile ont été satisfaites, cela signifie que dans 72% des cas, les personnes ont été déboutées. Or, un des points sur lequel notre rapport avait mis l'accent était la nécessité que les demandeurs déboutés n'entrent pas, comme c'est le cas actuellement, dans la clandestinité, hébergés dans le dispositif d'hébergement d'urgence ou par des marchands de sommeil, et très souvent exploités dans des filières qui abusent de leur situation de précarité, mais qu'au contraire, on puisse les diriger vers des structures spécifiques, des centres dédiés, où ils seraient assignés à résidence certes, mais où leur situation ferait l'objet, si nécessaire, d'un dernier examen, et une fois l'obligation de quitter le territoire français délivrée, si ça devait être le cas, leur serait assurée et la préparation psychologique et surtout matérielle au retour, plutôt qu'effectivement ignorer le sujet et les renvoyer à leur situation d'immigrés en situation irrégulière. Sans ce volet, la réforme de l'asile n'est pas complète et je me réjouis que la commission des lois ait adopté mon amendement proposant la possibilité de mettre en place ces centres dédiés aux déboutés en ajoutant au texte un article 14 bis. Permettez-moi, en abordant les travaux en commission des lois de notre Assemblée, de saluer la très grande qualité du travail de réécriture proposé par le rapporteur de votre commission, notre collègue François-Noël Buffet, plus fluide, plus précise, plus ramassée. La rédaction de nombreux articles a beaucoup gagné après l'examen du texte en commission. Enfin, je voudrais terminer mon propos en abordant 2 points importants sur lesquels nous aurons l'occasion de revenir pendant l'examen des amendements. D'abord, une partie de la majorité sénatoriale, réagissant à la publication d'un article du Figaro sur les éléments d'un rapport à venir de la Cour des comptes, qui reprenait pourtant des chiffres déjà connus par ailleurs, avait souhaité durcir le texte qui pourrait sortir du Sénat. Et une de ces propositions, qui est plutôt forte, que vous avez rappelé tout à l'heure, Monsieur le rapporteur, qui est toujours présente dans ce texte, il s'agit de la décision de l'OFPRA et de la CNDA qui vaudrait OQTF, obligation de quitter le territoire français. Sur ce point précis, il me semble que ce serait une erreur de la laisser perdurer. Pourquoi? Tout simplement parce que je suis convaincue que les décisions d'un agent de l'OFPRA ou d'un juge de la CNDA seraient brouillées si elles devaient être assimilées à une mesure de police administrative qui relève d'une autre autorité.
Nous aurons, je pense, l'occasion d'en débattre plus tard dans le cadre de la séance et de l'examen des amendements. Et j'espère que nous aurons la possibilité de rentrer dans le détail, car il y a beaucoup d'arguments à faire valoir sur cet amendement. Il reste également, me semble-t-il, une dernière étape à franchir si nous voulons adapter le processus d'examen de l'asile à la fois à notre nouvelle organisation des territoires et à des entrées inégalement réparties selon les régions. C'est la territorialisation de l'OFPRA, afin que des antennes de cet organisme puissent éventuellement être créées là où existe une forte demande. Je regrette que la Commission des finances ait prononcé l'article 40 sur cet amendement 43 rectifié bis, et donc la sortie du débat parlementaire, sauf à ce que le gouvernement, Monsieur le ministre, le réintroduise s'il juge que cela mérite d'être expérimenté, car il me semble que sur la question de l'article 40, eh bien, on voit bien que je pense qu'il y aurait plus d'économies et d'avantages à trouver à maintenir une territorialisation expérimentée qu'à ne pas le faire, quand on sait l'impact de missions foraines répétées, par exemple, en termes budgétaires, ou que l'on connaît par ailleurs le coût du déplacement des demandeurs d'asile qui vont massivement devoir se rendre à Paris et qui s'y reprendront à plusieurs fois. Et quand on fait l'équation budgétaire, on se rend compte que c'est plutôt un plus qu'un moins. Rendre notre dispositif plus souple, plus proche des territoires, plus opérant tout en réduisant les délais excessifs qui nuisent à sa lisibilité, c'est, je le crois, la meilleure manière de réussir la réforme de l'asile. Et cette exigence de réussite nous oblige, car elle impactera directement les milliers de demandeurs qui se présentent à nos frontières chaque année et tous les acteurs quotidiens de l'asile, travailleurs sociaux, officiers de protection, agents des préfectures, juges qui travaillent aujourd'hui dans des conditions difficiles et méritent d'être soutenus. Vous l'avez rappelé, Monsieur Carucci, et ce sera le dernier aspect, il faudra effectivement être attentif et plus qu'attentif, soucieux que les bénéficiaires du statut puissent être pris en compte dans de meilleures conditions. En conclusion, à cette intervention, je voudrais citer ces quelques lignes de Jean d'Ormesson. Les Français s'interrogent sans cesse. Qu'est-ce qu'être français? C'est qu'il y a au cœur de la France quelque chose qui la dépasse. Elle n'est pas seulement une contradiction et une diversité. Elle regarde aussi sans cesse par-dessus son épaule vers les autres, vers le monde autour d'elle. Plus qu'aucune nation au monde, la France est hantée par une aspiration à l'universel. Malraux assurait que la France n'était jamais autant la France qu'en s'adressant aux autres nations. C'est une tâche difficile de vouloir rester soi-même tout en essayant de s'ouvrir aux autres. Français, encore un effort pour être un peu plus que français et pour faire de la France ce qu'elle a toujours rêvé d'être, un modèle d'humanité et de diversité. Un modèle d'humanité et de diversité, voilà ce que je souhaite que devienne notre système de l'asile. Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Jean-Yves Lecomte. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, protéger les combattants de la liberté, protéger les victimes du totalitarisme, c'est une tradition française, marquée d'abord dans cette Constitution de 1793, puis repris en particulier dans le préambule de celle de 1946, enfin établie au niveau international par la Convention de Genève de juillet 1951. Donc dans notre pays, il y a deux bases pour cet asile, cette protection des combattants de la liberté, une base constitutionnelle et une base conventionnelle. Affirmer l'universalité du droit, des idées, de l'égalité des hommes, c'est essentiel et c'est une valeur pour notre pays, et c'est refuser le repli sur soi. Reconnaître aux combattants de la liberté, aux personnes persécutées, le fait qu'elles sont nos frères humains et qu'elles méritent notre protection, c'est notre devoir. On ne peut pas affirmer de valeurs sans être solidaire de ceux qui les partagent, sans être solidaire de ceux qui combattent au nom de la liberté, de l'humanisme. Affirmer l'universalité de l'humain face à la barbarie, c'est au cœur de notre récit national. Renforcer le droit d'asile, ce n'est pas un poids, mais l'affirmation de notre identité et de nos valeurs. Et c'est ainsi, je crois, qu'il faut aborder ce débat. Et de ce point de vue, je dois dire que c'est avec une grande fierté que je l'aborde, car dans ce projet, il y a 3 points essentiels. D'abord, nous affirmons que donner plus de garanties aux demandeurs et respecter leurs droits,
c'est ainsi améliorer l'efficacité de notre système. Deuxièmement, la France veut réaffirmer sa disposition à respecter les demandeurs en améliorant les délais pour leur donner des réponses rapides parce qu'ils en ont besoin. Enfin, ce projet donne à la France les moyens de prendre les dispositions nécessaires et des positions en Europe pour répondre aux défis des tragédies que nous devons malheureusement constater tous les jours en Méditerranée. Alors, de ce point de vue, vous connaissez la théorie de l'appel d'air. Alors, il y a certains gouvernements avant qui, face à l'appel d'air, ont bouché le système. Et c'est ce dont nous avons hérité. Un système totalement embolisé, qui conduit finalement à parier qu'en bouchant le système, on va dissuader les demandeurs. Et comme on dissuade les demandeurs, il n'y en aura plus. Alors, on voit à quoi ça conduit. Les vrais demandeurs, ils vont ailleurs. Et ceux qui viennent ici, ils utilisent le système pour, finalement, obtenir un droit de rester sur le territoire le temps que la procédure longue ne soit pas arrivée à sa fin. Et tout ça a un coût, à peu près 60 à 70 millions d'euros par mois, soit finalement le budget annuel de l'OFPRA. Alors, réduire les délais, c'est essentiel pour sortir de cette espèce de théorie du boucher l'appel d'air qui, finalement, a conduit à la situation actuelle d'embolie totale du système. Et nous affirmons par ce projet notre volonté de devenir à nouveau attractif. Car ça a été dit, en Europe, entre 2012 et 2014, il y a eu un doublement de la demande. En Allemagne, plus qu'un doublement. Et la France, ça stagne. Alors la question de notre attractivité, elle est centrale. Elle est centrale parce que finalement, si on se dit, oui, l'immigration aujourd'hui, ça provoque des tensions en France, donc finalement, le fait qu'on ne soit pas trop attractif, ça va. Ça, c'est pas trop dérangeant. Mais non, l'attractivité, c'est une preuve de santé. L'attractivité, c'est une preuve que nous sommes fidèles à nos valeurs. Et l'attractivité, c'est aussi affirmer l'universalité de nos valeurs plutôt que le repli sur soi. Et c'est cela que le projet porte. Alors, je crois qu'à cette étape de la discussion, comme d'autres auparavant, il est effectivement indispensable de bien séparer l'asile et l'immigration. Et donc d'essayer de ficeler les intersections. Intersections d'une part à l'entrée, et je l'ai dit, si on sait que le système va finalement avoir des procédures qui durent 2 ans, ce n'est pas ceux qui veulent vraiment une protection rapide pour pouvoir s'insérer et finalement continuer à avoir le droit de vivre, mais c'est ceux qui ont besoin de pouvoir avoir un moyen de rester longtemps sur le territoire, alors que finalement ils savent bien que leur protection ne sera pas accordée. Et donc, il faut faire en sorte qu'à l'entrée, il y ait des procédures qui soient rapides d'accueil et que les délais soient courts. Pour la sortie du système, au moment où que les protections soient rapidement données, que les délais, parce qu'on parle des déboutés, mais les déboutés, ce n'est pas simplement les OQTF. Les déboutés, c'est être capable de dire à quelqu'un qui demande, en quelques mois, oui ou non. C'est quand même plus simple de lui demander de partir s'il est là depuis 4 mois que s'il est là depuis 3 ans. Et donc, à partir de là, traiter les déboutés du droit d'asile, c'est d'abord traiter les délais. Faire en sorte d'être capable de répondre vite, en respectant donc le droit à celui qui demande d'être capable d'avoir une réponse rapide. Donc, plutôt que de se poser d'abord la question des OQTF ou de penser que c'est vraiment la réponse à tout, non. La première manière de traiter les déboutés du droit d'asile, c'est que les réponses arrivent vite et que les délais soient courts, et c'est l'objet de ce projet. Alors, depuis 2 ans, finalement, le système a été amélioré, j'allais dire, au niveau du travail, de la mobilisation des agents, à l'OFPRA, à la CNDA, de manière à ce que, finalement, il y ait plus de décisions qui soient rendues tous les ans, de manière à essayer de désemboliser le système. Mais aujourd'hui, il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin parce que, pour continuer à améliorer les délais, on ne peut pas simplement se contenter de changer et d'améliorer la productivité des agents et la rapidité des décisions à la CNDA, mais il faut modifier les lois pour affirmer plus de garanties au moment de l'OFPRA et au moment de la procédure à l'OFPRA et faire en sorte que la CNDA puisse se prononcer rapidement au moment dans les procédures accélérées. Je donne par exemple un simple exemple. En 2011, 43% des protections étaient données par l'OFPRA. En 2014, 60%. Cette différence de 17%, c'est autant de personnes qui sont des demandeurs légitimes, qui ne vont pas attendre
l'année ou les 2 ans de la procédure à la CNDA pour se voir reconnaître une protection. Et c'est comme ça qu'on combat les délais, et c'est comme ça que ça a été combattu au cours des 2 dernières années. Mais maintenant, pour aller plus loin, il y a besoin d'une loi. Alors, cette loi, nous l'avons dit, ça a été répété déjà par plusieurs d'entre nous, et d'abord présenté par monsieur le ministre. Au moment de la procédure OFPRA, donner plus de garanties aux demandeurs. Faire en sorte que les conditions d'accueil soient meilleures pour tous les demandeurs. Améliorer les droits et les délais des demandeurs et en particulier en permettant la présence d'un tiers lors de l'entretien à l'OFPRA. Faire en sorte que la CNDA ait une procédure spécifique de manière à aller vite au moment des procédures accélérées. Et enfin, un hébergement directif de manière à répartir l'accueil sur l'ensemble du territoire. Ce sont les principales dispositions de ce texte. Ces dispositions qui doivent aller, bien entendu, en France métropolitaine, mais qui, finalement, nous sommes un pays avec des territoires d'outre-mer, d'autres des territoires qui sont en conflit, en contact avec d'autres situations géopolitiques que la situation européenne. Et cela rend, pour la France, l'ensemble de ce dispositif, qui doit être cohérent avec le dispositif européen, compliqué. Mais c'est pour ça aussi que nous avons des dispositions pour l'outre-mer et des interrogations sur l'outre-mer. Alors, sur les délais, il y a bien entendu des défis. Parce que avoir les 60-65 000 demandes par an que nous avons aujourd'hui, avec les moyens qui ont été donnés à l'OFPRA lors de la dernière loi de finances, nous savons que ça pourrait tenir. Nous savons que ça peut tenir. Maintenant, si nous sommes soumis à une sollicitation égale à celle de l'Allemagne, l'interrogation reste entière et il faudra, à ce moment-là, augmenter les moyens parce que, bien entendu, face à un doublement de la demande d'asile, en Allemagne, c'est par centaines que l'équivalent de l'OFPRA a dû recruter pour faire face aux besoins. Enfin, sur ce qui concerne un autre défi, c'est les procédures d'accueil en préfecture, qui sont chargées, qui sont aussi maintenant transmises au guichet unique, gérées en commun avec l'OFII. Ce sont des délais très importants aujourd'hui et je crois que ce sera l'un des principaux défis de la mise en œuvre de cette réforme. Alors, tout ceci, nous devons le faire d'ici juillet parce que cela a déjà été dit plusieurs fois. Ce texte a aussi vocation à transposer les directives qualification, procédure et accueil. Mais pour faire en sorte que c'est important que ce soit fait vite, parce que l'Europe, la France a besoin d'être en Europe crédible et clair pour pouvoir faire en sorte que l'Europe modifie ses dispositifs d'asile. Parce qu'aujourd'hui, les drames en Méditerranée, l'immigration économique, nous en avons parlé, mais nous savons bien aussi qu'il y a des gens qui sont à la recherche d'une protection internationale, qui viennent d'Irak, de Syrie, de Libye. Est-il logique que ces gens, ces êtres humains, qui ont besoin aujourd'hui d'une protection, on leur demande de risquer leur vie pour avoir ensuite le droit de demander une protection? Est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut? Je rappelle qu'en Jordanie, au Liban, en Turquie, ce sont par millions que nous avons des réfugiés syriens. Qu'en Tunisie et en Égypte, nous en avons beaucoup de Libye. Et de ce point de vue-là, je crois qu'il faut que l'Europe soit totalement responsabilisée pour être capable de faire face ensemble à ce défi. Et de ce point de vue-là, je voudrais rendre hommage au travail de l'OFPRA et des consulats qui examinent sur place, dans un certain nombre de pays, les demandes d'asile qui arrivent déposées sans que les gens soient déjà ici, mais parce que la protection et notre devoir de protection, il doit s'exercer aussi hors de France. Pourquoi demander aux gens de risquer leur vie pour leur accorder une protection? Alors, cette révision Dublin que aujourd'hui devient indispensable. Nous n'osons plus demander à l'Italie de respecter Dublin compte tenu des circonstances, même si nous savons bien qu'une bonne part de ceux qui arrivent en Italie continuent ensuite vers l'Allemagne, la Suède. Nous savons aussi qu'il y a besoin de temps, parce que des pays comme la Bulgarie ou la Hongrie n'en peuvent plus, n'ont plus les moyens. Et il est important de répartir la charge de la même manière que nous devons répartir l'accueil sur le territoire français, sur l'ensemble du territoire européen. Alors, en conclusion, mes chers collègues, je voudrais dire que le groupe socialiste, bien entendu, sera d'abord salue l'état d'esprit dans lequel finalement le rapporteur a travaillé sur le texte, même si sur les questions d'OQTF nous y reviendrons, parce que finalement c'est un point dur. C'est un point dur pour nous en termes de principe. Aussi parce que vous essayez de construire un modèle allemand, mais pas jusqu'au bout, et ce n'est pas efficace. Nous y reviendrons dans les d'autres, parce que
ce n'est pas la même chose. Et finalement, en termes de reconduite à la frontière, si on regarde les choses, on s'en sort mieux, toute proportion gardée, que nos partenaires européens. Mais nous reviendrons de ce point de vue dans ce débat. Alors, tous fiers de ce projet, Monsieur le Ministre, de son esprit, de la manière dont il a été travaillé à l'Assemblée nationale. Nous rendons hommage au rapporteur, mais nous serons très sensibles et très vigilants sur des points durs de principe qui seraient susceptibles de dénaturer le texte et de faire en sorte que le travail du Sénat sera balayé. Et ces points-là, nous l'exprimerons dans le débat général. Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Esther Benbassa. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Ce projet de loi de réforme de l'asile, nous étions nombreux à en espérer beaucoup. Ma déception n'en est que plus grande, mes chers collègues, quand je vois dans quelles conditions il a été examiné. Notre commission des lois n'a pu travailler sereinement pour des raisons que je soupçonne d'être plutôt politiciennes. Nous allons examiner un texte capital par petits bouts ce lundi soir, puis lundi prochain. Ce PJL, qui devait être une expression privilégiée de l'humanisme fondant notre démocratie, valait mieux que cela, notre haute assemblée aussi. Qui peut rester insensible aux drames humains qui, ces dernières semaines, se jouent devant nos portes? Qui peut encore parler froidement de chiffres de l'immigration, de contrôle des flux migratoires quand des milliers de migrants se noient en Méditerranée? Qui peut refuser son empathie à ces centaines de milliers d'adultes et d'enfants fuyant chaque année la guerre, la terreur, les catastrophes climatiques et que nous accueillons si peu et si mal? Qui sait, sur nos bancs, ce que signifie quitter sa famille, ses amis, les couleurs et les odeurs de la terre où l'on est né? Personne n'émigre de gaieté de cœur, ni ne demande de gaieté de cœur l'asile à un pays qu'il ne connaît pas. Notre débat de ce jour doit s'élever au-dessus de la politique politicienne. Il exige d'abord de reconnaître l'intolérable détresse de ces êtres menacés par des régimes dictatoriaux qui s'exilent parce qu'ils ont pris des risques et qui font si souvent honneur au courage humain. En commission, un de nos collègues a affirmé récemment que l'émotion n'avait pas à interférer dans un tel débat, ce qui m'a beaucoup touchée, parce que c'est le contraire que je pense. Un législateur sans cœur est un arbre desséché. Rappelons les grands principes gouvernant le droit d'asile, non que je soupçonne certains de les ignorer, mais parce que les avoir à l'esprit empêche de céder au confusionnisme en vogue entre droit d'asile et immigration. Si la protection que nous leur devons découle de la Convention de Genève sur les réfugiés du 28 juillet 1951, elle est également, pour nous Français, une exigence nationale, constitutionnelle, aussi bien en vertu du 4e alinéa du préambule de la Constitution de 1946 que de l'article 53.1 de la Constitution de 1958. Pour le Conseil constitutionnel, le droit d'asile est un droit fondamental, un principe de valeur constitutionnelle. Il ne saurait donc être soumis aux vicissitudes de nos politiques d'immigration. La Commission nationale consultative des droits de l'homme, dans son avis du 20 novembre 2014, affirme ainsi à raison que réduire la question de l'asile à un problème de gestion des flux ou de réduction des coûts est inacceptable. Gardons-nous donc de priver de sens nos débats en instrumentalisant les chiffres, en ne parlant que de gros sous. Certains ont déjà tenté de jouer du rapport d'étape de la Cour des comptes, dont des extraits sont parus à point dans le Figaro, présentant la politique d'asile comme extraordinairement coûteuse et en faisant la principale source d'arrivée d'immigrants clandestins en France.
Revenons plutôt rapidement, nous aussi, aux chiffres, tout à fait publics, transparents et montrant bien que la France n'est plus tout à fait la terre d'asile qu'elle s'enorgueillissait d'être. Juste un exemple. Sur les 122 800 Syriens ayant demandé l'asile dans l'Union européenne en 2014, seuls 2084 l'ont fait en France, au contraire de l'Allemagne et de l'Italie, qui ont connu une augmentation respectivement de 60% et de 143%. Notre pays est l'un des seuls en Europe à connaître une diminution de la demande d'asile. Que je sache, cette diminution ne tient pas à une amélioration de la situation géopolitique mondiale. Nous sommes loin, mes chers collègues, d'accueillir toute la misère du monde. Le texte initial, encore amélioré par l'Assemblée nationale, comportait des avancées notables que nous saluons. Ainsi, nous nous réjouissions au groupe écologiste que le droit au maintien sur le territoire français soit consacré, que l'effet suspensif des voies de recours soit étendu, qu'un juge spécialisé de l'asile soit maintenu et que le demandeur puisse être mieux accompagné lors de son entretien devant l'OFPRA. Malheureusement, si les modifications suggérées par la majorité sénatoriale venaient à être adoptées, ce texte, loin de mieux garantir des droits et libertés fondamentaux des demandeurs d'asile, tournerait au bouclier sécuritaire, sacrifiant les plus fragiles à une obsession anti-immigration. Nous, écologistes, porterons donc de nombreux amendements visant notamment à mieux encadrer la nouvelle procédure accélérée instaurée par le projet de loi. Quant à notre vote final, il sera fonction de l'issue de nos travaux. Nous, écologistes, ne sommes pas là pour avaliser un texte satisfaisant l'agenda politique de l'UMP et du FN, pour qui, je cite, « la lutte contre l'immigration tient lieu d'unique programme ». Quand les Français attendent bien plus de nous des solutions concrètes et justes à leurs difficultés économiques et sociales. Nous n'apporterons nos voix, chers collègues, qu'à un texte humaniste, ambitieux, fidèle aux valeurs de la France. Je vous remercie, chers collègues, j'ai lu vos déclarations dans Le Monde. Je crois que je ne me trompe pas beaucoup. Merci. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Michel Savin. Ah oui, pardon, Madame Éliane Assassi. Mille excuses. Mille excuses. Bon. Si ça avait été 999, là... Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Messieurs les... Oui, messieurs... Bah oui. Messieurs les rapporteurs, chers collègues. Avec le naufrage et la mort de centaines de migrants au large des côtes libyennes ces dernières semaines, l'examen de ce texte sur le droit d'asile s'inscrit dans une actualité dramatique et malheureusement répétitive qu'il ne suffit pas de constater. Ces drames humains bénéficient d'une large couverture médiatique, mais ils ne sont que la partie visible de la souffrance de ces hommes, de ces femmes, de ces enfants confrontés après les sentiers de l'exil au dédale de notre système d'accueil. Ces êtres humains ont plusieurs visages. Soudanais, persécutés par Boko Haram, Rohingyas, musulmans de Birmanie apatrides, yézidis et chrétiens qui fuient l'arrivée de l'État islamique en Irak, ou encore Bangladais, réfugiés climatiques, victimes de la montée des eaux. Des peuples entiers, donc, mais aussi des individus persécutés en raison de leur minorité, de leur orientation sexuelle, voire de leur simple appartenance au genre féminin. Tous ces exemples nous rappellent avec une féroce acuité la nécessité du droit d'asile. À cet égard, je tiens à saluer le travail des associations de soutien aux réfugiés ainsi que celui des professionnels du droit, car ils incarnent au jour le jour les valeurs de notre République aux côtés des réfugiés. Ce qui se joue ici est vraiment très grave. C'est le destin de femmes, d'enfants et d'hommes contraints de s'exiler dans la détresse
en quête de sécurité et d'une vie meilleure, et que l'on renvoie parfois tout simplement à la mort. L'humain d'abord, donc, et non les chiffres, tels ceux récemment évoqués par la Cour des comptes et qui ont conduit au report de la publication du rapport de la Commission des lois, et ce que j'avais approuvé d'ailleurs, mais à un durcissement de ce texte que je n'ai pas approuvé. Malgré le dévouement et le professionnalisme de l'ensemble des personnels concernés, notre système d'accueil en matière d'asile est donc défaillant. Manque de places en CADA, saturation des dispositifs d'urgence, procédures trop complexes, allongement des délais de traitement, manque d'accompagnement des demandeurs d'asile, faible intégration des personnes ayant obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, etc., etc. Mais de là à considérer notre système à l'agonie, il y a, me semble-t-il, de la marge. En ce sens, la Cour des comptes nous propose une vision, me semble-t-il, très dangereuse de l'asile, une vision purement comptable. Arrêtons-nous donc un instant sur les chiffres en gardant à l'esprit que la situation de la France est incomparable à celle du Liban, à celle de la Jordanie ou même de la Turquie, qui accueillent dans des structures collectives des centaines de milliers de réfugiés. Rappelons-nous aussi que les Nations Unies estiment que chaque jour, 32 000 hommes, femmes et enfants sont contraints à l'exil, quand la France fait l'objet de quelques 60 000 demandes annuelles et que plus de 80% de ces réfugiés atterrissent dans des pays dits en voie de développement ou en développement. Quant aux demandeurs d'asile qui parviennent à franchir la fameuse forteresse Europe, des 4 pays d'Europe ayant reçu le plus grand nombre de demandes d'asile en 2014, la France est celui y accédant le moins, avec 21,7% des réponses positives. Ramené aux populations des États membres, le nombre de demandeurs d'asile est le plus élevé en Suède, devant la Hongrie, l'Autriche et Malte. Contrairement aux idées reçues, ni l'Europe ni la France ne sont les principales zones destinataires du flux des demandeurs d'asile. Ces chiffres nous invitent à combattre les discours démagogues, et c'est ce que le groupe communiste républicain et citoyen s'engage à faire tout au long de nos débats. Mais au-delà de savoir si l'on accueille trop ou pas assez de réfugiés, il devient urgent d'apporter à chacun d'entre eux un accueil de qualité, une réponse juste, rapide et effective. L'objectif est de rendre son sens au droit d'asile. Il faut réduire les délais de traitement tout en améliorant la qualité de la décision, objectif tout à fait complémentaire. Avec ce projet de loi, le gouvernement propose des améliorations du droit d'asile et la mise en lumière de certains grands principes incontournables qui restent toutefois à mieux définir. Le texte du gouvernement apporte plusieurs avancées issues des directives européennes, parmi lesquelles un meilleur accès à la demande d'asile avec le droit au maintien sur le territoire français pour tous les demandeurs d'asile jusqu'à la décision définitive de l'OFPRA ou de la CNDA. Les conditions de l'examen de la demande sont également améliorées, notamment, j'aimerais bien que Monsieur le ministre m'écoute quand je lui dis qu'il y a des aspects de son projet de loi qui sont intéressants, parce qu'après, si Monsieur Karoutchi le permet. C'est bien. Vous êtes trop fort, Monsieur le ministre. Les conditions, c'est pour ça que vous êtes ministre, les conditions de l'examen de la demande sont également améliorées, notamment grâce à une mesure emblématique, l'entretien systématique à l'OFPRA avec la possibilité de la présence d'un avocat ou d'un représentant d'association. D'autres avancées proposées à l'origine, donc vous le voyez, Monsieur le ministre, nous savons reconnaître et saluer des mesures qui vont dans le bon sens. Pas si rare que ça, parce que vous n'êtes pas souvent là, Monsieur le ministre. Vous devriez m'écouter un peu plus souvent quand même. Mais vous ne m'écoutez pas, vous n'écoutez pas les communistes. Est-ce que vous considérez que ce sont des adversaires aujourd'hui ? Sans doute. Donc, oui, mais Madame la Présidente, je suis à la tribune et je dis ce que j'ai envie de dire à la tribune. Donc, d'autres avancées proposées à l'origine ont été rognées par la commission des lois du Sénat. Cependant, je plaisante, Madame. Oh, mais je l'ai pris comme ça. Cependant, la mise en œuvre de ces dispositions dépendra largement des moyens, bien évidemment, qui seront alloués pour garantir un hébergement et une allocation à tous les demandeurs. À cet égard, nous attendons bien évidemment des précisions de la part du gouvernement. De plus, plusieurs dispositions d'amélioration sont
porteurs de limitations, voire de contradictions qui vident les droits de leur substance. Il en est ainsi du droit d'être assisté par un tiers fortement mis en cause. Nous vous proposerons de faire de cette mesure une véritable avancée pour l'accueil des demandeurs d'asile en permettant à l'avocat ou aux représentants d'associations de prendre la parole et de prendre des notes au cours de l'entretien. Il en est de même pour le droit au maintien sur le territoire, dont les dérogations prévues par votre réforme sont plus étendues que celles définies dans la directive européenne dite procédure, qui est pourtant d'interprétation stricte. Au sujet de la transposition des directives européennes du paquet asile, je souhaiterais rappeler que le législateur ne doit pas se borner à transposer, mais que chaque État est libre d'ajouter un certain nombre de mesures qu'il estime utiles pour régler sa propre situation. Ainsi, gardons à l'esprit que les principes qui régissent l'asile sont garantis par notre Constitution. Par ailleurs, un certain nombre de mesures que vous préconisez sont pour nous une source de grande préoccupation, à commencer par les nouvelles missions qui seront confiées à l'OFII, qui laissent à penser que des considérations liées à la gestion des flux migratoires prendront le pas sur les besoins de protection des demandeurs d'asile. Ainsi, au regard de la première lecture de l'Assemblée nationale et des travaux en commission auxquels nous avons assisté, nous sommes, je dois dire, très inquiets quant à un discours teinté d'humanisme, mais qui masque mal une politique du chiffre inavoué et des préoccupations de gestion des flux. À cet égard, nous sommes vivement opposés à la procédure d'asile accélérée dès lors que celle-ci repose sur l'idée que le détournement du droit d'asile serait aujourd'hui la règle. Son champ d'application bien trop élargi par rapport à la procédure prioritaire déjà existante permettra d'une part à l'OFPRA de traiter de manière expéditive l'essentiel des demandes d'asile et d'autre part de faire juger à juge unique à la CNDA, dans un délai également expéditif, l'essentiel des demandes rejetées par l'OFPRA. Ainsi, le principe deviendra assurément la procédure accélérée à juge unique en méconnaissance flagrante de toutes les garanties procédurales et de fond prévues par le droit européen, national et international des droits de l'homme. De plus, le texte qui est soumis à notre examen après les travaux de la Commission est empreint de l'amalgame, et croyez bien que je le regrette, entre demandeurs d'asile et immigrés, et pire encore, entre demandeurs d'asile et fraudeurs. Un article entier a été donc inséré pour écarter les étrangers déboutés de leur demande d'asile de l'hébergement d'urgence. Oui, Madame la Présidente, mais là je ne plaisante pas parce que certains orateurs ont dépassé 2 minutes. Il s'agit là d'une vision scandaleuse de l'asile qui repose sur les chiffres, par ailleurs inexistants, et qui ne résiste donc à aucune analyse. Nous nous opposerons fermement à ces nouvelles dispositions inhumaines, tout comme à d'autres mesures directives ou discriminatoires. Finalement, nous nous sommes réjouis de la volonté du gouvernement d'améliorer le fonctionnement du droit d'asile en France, d'autant que nous plaidons depuis des années pour une véritable réforme. Cependant, au regard des arguments que je viens d'avancer, nous ne pouvons que douter des intentions dont certaines sont floues et paraissent guidées par une politique du chiffre, ce qui permet à la droite sénatoriale... Comment ? Non, mais je ne vous ai pas attendu pour faire des amendements. Laissez terminer, Madame Assassi. Regardez-les. Donc, ce qui permet, puis laissez-moi finir ma phrase, au moins vous comprendrez le sens de ce que je veux dire. Donc, ce qui permet à la droite sénatoriale, voilà, par l'intermédiaire des travaux de la Commission, de durcir votre texte initial. Vous êtes content comme ça ? Voilà. C'est dans cet état d'esprit que nous vous proposerons au cours des débats. Non mais vous avez déjà vu le groupe communiste qui ne fait aucun amendement sur les textes? Ça n'existe pas. Donc quand je dis quelque chose à la tribune, bon voilà, quand je dis quelque chose à la tribune, c'est parce que nous le défendrons par voie d'amendement. Voilà. Donc, et c'est pour ça que nous proposons, donc, Madame la Présidente, un certain nombre d'amendements dans le débat. Voilà. Merci. Je vais passer la parole à Monsieur le Ministre. Plusieurs sujets ont été évoqués par l'ensemble des sénateurs auxquels je voudrais répondre de façon la plus précise possible. D'abord sur le phénomène auquel nous sommes confrontés, les phénomènes migratoires en général et la question de l'asile en particulier. Je voudrais repréciser devant le Sénat que, contrairement à la crainte qui a pu s'exprimer ou à des affirmations plus aléatoires qui ont pu être prononcées dans cet hémicycle, la France n'est pas confrontée à un flux qu'elle ne maîtriserait pas de demandeurs d'asile depuis 2 ou 3 ans. Ce n'est pas la réalité. Nous avons même, depuis 2014, une diminution du nombre de demandeurs d'asile dans un contexte
où la pression migratoire est considérable. Je donnais les chiffres pour 2014, c'est moins 2,34% du nombre de demandeurs d'asile. Et nous avons en 2015, alors qu'il y a une augmentation très significative de plusieurs milliers et même dizaines de milliers de demandeurs d'asile arrivant à Lampedusa, nous ne sommes pas du tout dans une situation où en France, le nombre de demandeurs d'asile au début de l'année 2015 augmente. Je ne peux pas exclure, et je dois avoir l'honnêteté de le dire devant la représentation nationale et le Sénat, que la déstabilisation de la situation politique en Libye, l'inexistence en Libye d'un État, l'impossibilité pour ce pays de faire face à l'existence sur son territoire d'organisations qui sont de véritables organisations de la traite des êtres humains, cela a été dit, d'organisations terroristes aussi, dont on m'indique qu'elles font trafic des êtres humains pour financer leurs activités. C'est aussi une réalité qui existe. Je ne peux pas exclure que cette situation en Libye ne conduise à une pression démographique telle que l'ensemble de l'Union européenne pourrait se trouver confronté à une situation extraordinairement difficile. Ne pas dire cela, dans le contexte auquel nous sommes confrontés, serait une manière d'occulter une réalité et, par conséquent, ne regardant pas la réalité en face, nous nous condamnerions à ne pas pouvoir la maîtriser à terme. Donc, il n'y a pas d'augmentation massive du nombre de demandeurs d'asile en France depuis 3 ans, ce n'est pas vrai, en dépit de l'augmentation très forte de la pression migratoire qui s'exerce sur l'Union européenne, mais il y a un contexte, notamment en Libye, qui peut justifier qu'on se trouve confronté demain à une situation compliquée. Il n'y a pas que la situation en Libye, il y a les situations sur la bande sahélo-saharienne avec des groupes terroristes et des organisations criminelles disséminées dans de nombreux pays qui éprouvent des difficultés aux maîtrises de leurs frontières. Et je voudrais terminer par un sujet qui est Calais, parce qu'on n'a pas prononcé le mot de Calais. Et je voudrais dire un mot sur Calais, parce que je suis allé à Calais voir les migrants dans le terrain qui a été mis à leur disposition à proximité de l'accueil de jour que nous avons coproduit avec la mairie de Calais. Et j'ai dit aux migrants de demander l'asile en France. Et donc il y a eu toute une série de Twitter compulsifs, de représentants de sensibilités politiques qui ont expliqué que j'étais un irresponsable qui incitait les migrants à demander l'asile en France, comme s'il n'y avait pas déjà suffisamment de demandeurs d'asile en France. De quoi s'agit-il? Quelle est la politique que j'ai à Calais? Et je tiens à ce qu'elle soit consignée dans le compte-rendu. Ici, c'est important. D'abord, à Calais, nous avons 2000 migrants qui vivaient et qui vivent encore dans des conditions qui, humainement, ne correspondent pas à ce que nous souhaitons. Et beaucoup de ces migrants relèvent de l'asile en France, parce qu'ils viennent d'Érythrée, ils viennent d'Irak, ils viennent de Syrie. Puis il y en a d'autres qui relèvent de l'immigration économique irrégulière. Nous avons confié à 2 personnalités, M. Vignon et M. Haribault, le soin de conduire une mission sur l'humanisation des conditions d'accueil des migrants en très étroite liaison avec les associations à Calais. Cette mission est remarquablement conduite par ces 2 personnes missionnées. Le travail avec les associations à Calais a été remarquable. Cette mission sera rendue à Calais à la fin du mois de mai et elle permettra de définir les modalités d'un travail au long cours avec les associations avec préoccupations humanitaires. J'ai accepté et accompagné de financement de l'État et de financement de l'Union européenne la mise en place d'un accueil de jour à Calais parce que je ne voulais pas qu'en France, il y ait des femmes, des enfants, des migrants qui puissent mourir de faim et ne pas avoir accès au minimum en termes de soins, en termes d'hygiène, en termes d'accès à l'alimentation, qu'on leur devait dès lors qu'ils relevaient de l'asile en France. Troisième point, j'ai indiqué que plutôt que de les laisser entre les mains des passeurs qui leur promettaient un Eldorado en Grande-Bretagne, alors qu'il y a des accords, les accords du Touquet qui interdisent qu'on les laisse passer, que nous avons un accord avec les Britanniques, que ceux qui n'étaient pas dublinables et qui par conséquent relevaient de l'asile en France devaient demander l'asile en France, sinon nous aurions un stock de migrants à Calais qui ne cesserait d'augmenter. Donc oui,
J'ai dit à ceux qui relevaient de l'asile en France à Calais qu'il était préférable qu'ils demandent l'asile en France plutôt que de rester entre les mains des passeurs et des organisations internationales du crime, parce que c'était de mon devoir moral que de le faire et que juridiquement il n'y avait pas d'autre issue que de leur tenir ce discours. C'était pour des raisons morales, pour des raisons juridiques, pour des raisons aussi d'efficacité de ce que nous faisons à Calais, le seul discours que je pouvais tenir. Et par ailleurs, et ça aussi je l'assume devant le Sénat, j'ai indiqué à mes représentants, à mes collaborateurs, aux forces de sécurité qui dépendent de moi, et notamment la DCPAF, Monsieur le Sénateur, vous êtes posé la question de savoir tout à l'heure si nous avions assez de moyens pour faire le travail, je leur ai demandé de procéder à la reconduite à la frontière de tout ce qui, à Calais, ne relève pas de l'asile en France. Sinon, il n'y a pas de soutenabilité de ce que nous faisons sur le plan humain à Calais. Voilà. Et c'est ça la politique que nous menons. J'aurais pu survoler Calais en hélicoptère. J'aurais pu demander aux forces de l'ordre de disperser la jungle et sortir de ma première visite à Calais, qui aurait d'ailleurs été aussi la dernière, en disant « Regardez ce dont on est capable lorsque l'on a le courage politique de faire des choses absolument inefficaces et totalement inhumaines. » Et j'aurais pu ne jamais revenir à Calais. Ce n'est pas ce que je fais. J'y suis toutes les 6 semaines. Je travaille en liaison avec la municipalité de Calais, qui n'est pas de ma sensibilité politique, et je viens rendre des comptes à la population et aux associations de Calais toutes les 6 semaines ou toutes les 8 semaines pour dire voilà ce que nous faisons et voilà comment nous travaillons. Mais vous voyez que quand on vient demander dans un lieu qui est un lieu de désolation, que nous améliorons par des infrastructures, à des migrants de demander l'asile en France parce que c'est notre responsabilité morale que de le faire, et qu'il n'y a pas d'autre solution en droit que de leur demander, si on veut être efficace dans le règlement du problème, et on n'est pas sûr de parvenir à les convaincre, vous avez toute une série de commentateurs de tout poil qui expliquent que vous êtes un irresponsable parce que vous incitez des demandeurs d'asile à demander l'asile en France alors qu'ils ne peuvent le demander nulle part ailleurs. Et que ne pas demander l'asile en France pour eux, c'est être condamné à l'errance et à la vulnérabilité pour de longs mois. Donc voilà ce que nous faisons. Et c'est parce que nous faisons tout cela en essayant d'être responsables, d'être rigoureux, d'être conformes à ce que sont les principes de droit, que je pense qu'il est possible que nous ayons sur ce sujet-là un compromis républicain. Et qu'il y a 1000 sujets sur lesquels nous pouvons nous opposer, pour ne pas nous opposer sur des sujets sur lesquels l'intensité du drame humain est aussi grande et la réponse de la République autant attendue. Voilà ce que je voulais dire en réponse à ces différentes interventions qui ont été très bonnes et très utiles, très riches, très denses, et je forme le vœu que le débat que nous allons avoir permette d'aller au fond des amendements avec un niveau de précision technique et d'écoute mutuelle qui permettent de sortir ce texte du Sénat en faisant en sorte qu'il soit meilleur sur le plan des principes, sur le plan du droit, sur le plan de la constitutionnalité. Je vous remercie pour ces premiers échanges. Merci, Monsieur le Ministre, pour cette intervention précise qui clôt donc la discussion générale. Donc, l'examen de ce projet de loi se poursuivra à partir de lundi prochain avec l'examen des articles. Pour ce soir, je vais donc lever la séance en vous donnant d'abord lecture de l'ordre du jour du mardi 12 mai 2015. Donc à 9h30 demain matin, questions orales. À 14h30, explication de vote des groupes sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. De 15h15 à 15h45, vote par scrutin public sur ce projet de loi. À 15h45, proclamation du résultat du scrutin public sur ce projet de loi. À 16h, débat sur l'avenir industriel de la filière aéronautique et spatiale face à la concurrence. À 17h30, question orale avec débat sur les risques inhérents à l'exploitation de l'huître triploïde. Vous voyez que nos sujets vont être variés demain. Et le soir, débat sur les conclusions de la commission d'enquête sur l'organisation et les moyens de la lutte contre les réseaux djihadistes en France et en Europe. Avec cette belle perspective, je vais vous dire la séance est levée et je vous souhaite une bonne nuit.
Voilà, vous avez donc pu suivre la discussion générale sur la réforme du droit d'asile, un texte examiné hier soir au Sénat et dont l'examen reprendra lundi prochain. Nous, on se retrouve cet après-midi pour les explications de vote sur le projet de loi croissance et activité, le projet de loi Macron.